Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 312 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le cinquième numéro sur 20 de notre top 100, la syllabe, le top 100 des joueurs NBA de 2024, avec quelqu'un que vous connaissez très bien puisque c'est Constant de Dunk Hebdo et de We Are Thunder France. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre top 100, la syllabe, le fameux jeu de mots, la syllabe, le top 100, c'est en chiffres romains. Bref, vous l'avez, le jeu de mots au bout de l'épisode numéro 5. Et aujourd'hui, c'est avec quelqu'un que vous connaissez, bien entendu, puisque c'est quelqu'un qui a envie d'être très très vite en février pour pouvoir échanger le contrat de Hartenstein avec 10 pics pour aller chercher quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est Constant. Comment ça va, Constant ? Bah ça va, oui, je suis pressé là. Effectivement, le contrat d'Hartenstein, là, t'en as parlé dans un épisode récemment sur la construction de Casey. Le spacing d'Hartenstein, on va dire que c'est pas le spacing de Lauri Markkanen. Hein. Bon, en contrat, c'est pas encore, c'est plus les mêmes montants, mais effectivement, très heureux en tout cas, au-delà de la petite pique sur Isaiah Hartenstein, parce qu'il faut le faire, c'est la tradition. Ouais. Il faut toujours en remettre une couche sur Isaiah Hartenstein. Ça se trouve, il nous fera mentir et je le souhaite. Mais non, mais très heureux. Merci pour l'invitation déjà. Et puis très heureux d'être de retour dans la syllabe qui est l'un, si ce n'est le projet avec le plus de participants de tout le podcast NBA FR. Donc en termes de nombre d'intervenants. Donc voilà, comme toujours, un très beau projet collectif où on va s'écharper sur le classement de X ou Y joueurs. La beauté du projet, c'est que c'est un classement participatif où chacun, voilà, c'est pas mon classement, c'est le classement aussi de chacun, mais à la fin c'est mon classement et donc c'est moi qui me prends les insultes sur Twitter, bien sûr. Ou un peu partout. non, on plaisante évidemment. Oui, mais c'est peut-être celui-là parce que les bilans 2024, on a 30 épisodes, mais il y a des gens qui reviennent, d'ailleurs, dont toi. Ouais. Mais oui, pardon, on n'a même pas encore présenté. Vous avez peut-être compris, oui, de Constant de Dunk Hebdo et de We Are Thunder France, d'où forcément le Hartenstein, puisque tous les fans d'OKC ne sont pas encore conquis, mais parce que le premier match n'est pas encore arrivé. Tu vas tomber amoureux comme tous les autres, je pense. Mais bon, à part ça, ça va. On est mi-septembre là où on enregistre. Ça, tu sens que ça commence à remonter ou pas encore ? Non, pas encore. Je vous avoue que fin septembre, début octobre, quand va y avoir le training camp avec le Media Day, je pense que c'est un peu le moment où le pion siffle dans la cour de récré pour dire que la récré est terminée et que c'est l'heure de se remettre au boulot. Mais là, on est sur peut-être la dernière semaine où il se passe vraiment rien en NBA, entre guillemets, avant le training camp et le retour officiel de la NBA. Ce qui est cool, c'est les photos surtout. Les photos avec les nouveaux avec leur maillot. Voilà, ça c'est là. Jimmy Butler qui troll. Jimmy Butler qui troll pour les prises de photos pour les matchs en antenne nationale. C'est pas grave, le Heat n'a pas beaucoup de matchs en antenne nationale l'an prochain. Quelle coiffure il va nous faire cette année. Puis non, on l'a même pas dit, mais Dunk Hebdo, donc là c'est le mois du DH20, évidemment. Et puis We Are Thunder France, j'ai vu que vous avez aussi recommencé un peu les lives aussi, notamment, les Twitch. Ouais, on a fait. Pierre a fait une vidéo un petit peu décryptage sur Isaiah Joe qui a très, très bien fonctionné. Merci à ceux qui. Très bonne vidéo, ouais. Je lui transmettrai, mais merci en tout cas à ceux qui l'ont regardé et merci pour les retours qui ont été extrêmement positifs. Même si moi, pour être très honnête, j'ai absolument rien fait sur la vidéo. Il y a eu un live qui a été fait au moment où vous écouterez ce podcast, mais qui aura lieu demain, au moment où nous on enregistre. Je pense pas que j'y serai, mais je me fais désirer. Sur les derniers podcasts We Are Thunder, mon absence depuis le trade de Caruso est assez marquante. C'est-à-dire qu'il y a eu le trade de Caruso, puis après j'ai disparu parce qu'il y a eu la draft, il y a eu la signature d'Isaiah Hartenstein, mais je vais revenir bien sûr pour parler de la saison à venir parce que on est sur l'une des saisons les plus importantes de l'histoire du Thunder, on va être très honnête. Oui, c'est vrai que après t'en as connu quelques-unes là, tout ce qui était le prime, le paroxysme de Westbrook, Durant et tout, il y a des belles saisons, mais en tout cas là on a changé de statut sans doute, donc on va suivre ça d'autant plus. Bref, donc Constant, vous connaissez bien entendu par cœur sur le Basket Lab, évidemment un pilier de ce podcast, et donc aujourd'hui le format, toi tu le connais, les auditeurs aussi sans doute, le top 100 la syllabe, le top 100 joueurs NBA de 2024. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a une playlist et chaque épisode on prend 5
5 noms petit à petit et on construit le classement au fur et à mesure. Donc là, on a fait 4 épisodes et donc on a classé 4 x 5, on a un top 20. Et à la fin de cet épisode-ci, on aura un top 25. Voilà, on rajoute petit à petit. Donc ta QV du jour, on a du Haliburton, on a du Scotty Barnes, on a du Desmond Bain, du Jamal Murray et du Tyus Jones. Donc pas mal de beau monde. Mais avant ça, on a déjà un top 20, comme je disais. Est-ce que tu as déjà des premières doléances par rapport à ce top 20? Non, pas énormément de doléances. Je trouve que le classement se vaut largement. Après, si pour ceux qui ont écouté le DH20, vous savez que moi j'avais mis Kyrie Irving dans mon DH20, je l'avais mis 20e, donc je l'aurais classé moi personnellement au-dessus de Rudy Gobert. Après, je comprends qu'on va dire qu'à Duck Hebdo, on accorde peut-être un peu moins de crédit à la défense que à l'attaque, dans le sens où je pense que toi, Guillaume, et avec la personne avec qui tu as enregistré, vous avez beaucoup mis en valeur la défense, là où j'avoue qu'à Duck Hebdo, les profils qui sont extrêmement limités dans le cas de Gobert offensivement, c'est un peu un red flag pour nous, c'est un peu une ligne rouge pour pouvoir intégrer le DH20, mais voilà, encore une fois, c'est nos critères à nous et notre façon de valoriser, mais je comprends que Gobert soit devant Kyrie Irving. Après, je sais que non, enfin, si on regarde le classement, le top 4 entre Tatum, Kawhi, Booker et Donovan Mitchell, c'est l'ordre dans lequel ces 4 joueurs sont classés dans mon DH20. Donc il y a pas de, pour moi, il y a pas de différence. Après, voilà, c'est Jaden McDaniels et KCP. J'aime beaucoup que les deux soient l'un à côté de l'autre, et c'est ce que je te disais en off. Je pense que quand tu auras l'intégralité de la syllabe qui sera effectuée, tu auras peut-être 5 spots d'écart entre les deux joueurs, parce que c'est vraiment deux joueurs au niveau très similaire. J'aurais peut-être un petit peu rehaussé Mike Conley, parce que je trouve qu'il il a vraiment fait une bonne saison du côté de Minnesota, et c'était un peu le stabilisateur en attaque de cette équipe, et on a vu les minutes sans lui où c'était difficile du côté de Minnesota, notamment la création, on va dire, au niveau du guard play avec la seconde unit lorsque Anthony Edwards n'avait pas la balle entre les mains. Et après, j'avoue que le DeAndre Hunter, moi, personnellement, je l'aurais mis à la 20e place, je pense. Que ce soit Aaron Smith ou que ce soit Klay Thompson, je l'aurais mis tout dernier. Je pense qu'on est sur un joueur qui est assez théorique finalement, et même Klay Thompson, je trouve qu'il est un peu... Enfin, on verra, moi j'ai pas entendu le retour, mais au moment de l'épisode, vous avez entendu comment a été classé Klay Thompson. Je trouve qu'il souffre un petit peu du passif et du fait qu'il a été un aussi bon shooter. Maintenant que c'est un shooter excellent, mais plus historique comme il a pu être par le passé, on déprécie un petit peu sa valeur, alors que son shooting reste quand même très bon, voire même excellent. Ah oui, ça reste encore un shooter à 39-40%, je crois, sur un énorme volume. Donc c'est pas du tout ça qui bloque, hein. C'est effectivement le reste. Donc mais quand il y a pas le passing, donc le fameux décalage que tu es capable de créer, tu peux pas trop l'exploiter par du passing notamment. Il y a pas trop tout ce qui est drive et cut maintenant, mais après les blessures qui sont assez logiques, hein, qu'on ait perdu ça. Et puis la défense qui a un peu glissé. C'était le raisonnement en tout cas, mais effectivement, Hunter, l'argument, c'est aussi une sorte de... il est pas créateur, on a compris que ce serait jamais trop ça, ok. Mais cette année, il a été un peu replacé à un rôle un peu plus sobre, peut-être, un peu plus moins créateur justement, et assez efficace. Mais je te rejoins que la fourchette chez lui, Hunter, selon si on me demande si je suis bien luné ou mal luné, ou le matin, le soir, qu'est-ce que je préfère pondérer, un peu plus, un peu moins, la fourchette peut aller clairement jusqu'en dessous de Klay Thompson. Mais je note alors, et si d'autres me disent ça, effectivement, peut-être qu'on descendra DeAndre Hunter dans ce classement. Et puis Gobert, Gobert, c'est le débat un peu classique de comment est-ce qu'on pondère par le prisme individuel, en tout cas la défense. Mais ça, c'est un peu éternel, effectivement. Mais ok, je note tout ça, et puis je rajoute ça à la liste. Éventuellement, si on a 4-5 retours, on le changera, hein, puisque c'est un peu le principe. Je ne t'ai pas donné d'ailleurs la playlist du Best of the Rest, mais je te connais. Je suppose que tout ce qui est Malik Monk, Ivica Zubac, Norman Powell, tu vas plaider en leur faveur pour que à terme ils réintègrent le classement. Oui. Après, on peut entendre l'argument du minutage, c'est-à-dire que forcément, comme le minutage est moins important chez un Malik Monk que chez un DeAndre Hunter, peut-être qu'ils vont être sanctionnés. Mais en tout cas, non, Zubac, je le mettrais dans le top 100 aussi, un petit peu comme, comme avait pu avoir un Kevin Looney entre guillemets l'an dernier. Mais pour moi, ça reste un top 100 NBA, parce que tout ce qu'on avait évoqué lorsqu'on avait fait les 10 stats de la saison sur les Clippers, je vous invite à réécouter pour avoir le détail sur Zubac et sur Norman Powell dans les deux cas. Mais pour moi, on est sur deux joueurs qui ont certes un nombre de minutes limité, mais qui finalement, quand bien même ils ont un rôle qui est un rôle soit de sixième homme, soit un pivot un petit peu protecteur de cercle et menace sur rebond offensif,
pour moi, méritent en tout cas la place dans le classement. Après, j'ai pas la liste des 100 noms sous les yeux, donc je pourrais pas te dire précisément qui j'aurais sorti pour intégrer ces joueurs-là. Mais je pense que, ouais, pour moi, c'est des joueurs qui méritent, pas assez largement, mais en tout cas qui assez solidement leur place dans le top 100. Disons que pour faire un peu la pré-liste, j'étais un peu obligé de. Enfin, faut bien couper à un moment donné, quoi, au niveau des critères et tout ça. Et donc, j'ai un peu ce truc de. Bah, quand même, quoi. Pour le top 100, il faut quand même surtout des titulaires parce que, bah, vu qu'on évalue un peu l'impact par match, et non pas l'impact cumulé en termes de nombre de matchs, etc., mais l'impact par match, il y a un peu ce critère, mine de rien, de. Allez, il faut quand même 28-29 minutes minimum des gros titulaires. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on le fait petit à petit, hein, ce classement, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, ben, on l'a classé, on a étudié son cas de plus près, on en a discuté. Bah, finalement, c'est vrai que, est-ce qu'il vaut mieux 30 minutes ou 29 de DeAndre Hunter, ou bien 26 et demi de Norman Powell ou Zubac? Bah, c'est vrai que quand tu le reformules comme ça, pourquoi pas faire un swap quand on reverra tout ça à la fin ou au milieu de saga, pourquoi pas swapper un peu tout ça, parce que c'est vrai que minutage un peu plus faible, mais vu qu'il est bon sur un peu sur un minutage plus faible, mais voilà, le facteur multiplicatif est plus grand, quoi. Donc pourquoi pas. Donc je note tout ça. Effectivement, en plus Malik Monk aussi, hein, je sais que tu es un grand fan de Malik Monk également. Ouais, un petit dernier nom, mais ça je sais pas du coup si tu l'as intégré ou pas. Il est pending, on va dire. Donc je vais peut-être pas citer son nom, mais il y a un extérieur du côté d'Orlando. Je sais que potentiellement. Oui, c'est vrai. Est-il dans le best of the rest ou est-il dans la syllabe? Moi je ne sais pas, mais toujours est-il que moi personnellement en tout cas il aurait été dans ma syllabe personnelle, et je pense qu'il aurait même pas été dans le dernier dans les 10 derniers centiles. Donc potentiellement un joueur qui aurait été plus haut, entre guillemets, que la 90e place, je pense. Donc Jalen Suggs, hein, évidemment. On n'a pas dit son nom, mais Jalen Suggs, c'est vrai qu'il n'y était pas. Je savais pas si je faisais le reveal du nom ou pas, mais... Si, mais effectivement, Jalen Suggs, je ne l'ai pas a priori dans la pré-liste. Bon, alors, minutage, il est un peu ambigu aussi, il est à 27, mais bon, on va dire c'est un petit titulaire, mais c'était aussi l'aspect de à quel point est-ce que l'attaque tire pas un peu vers le bas, quoi, parce que la défense, c'est génial, mais... Non, mais c'est vrai que cette année, en plus, il a un shoot, donc ouais, cette année, il y a le shooting. Il y a le shooting. Oui, effectivement. Tu vois, il était un peu dans ma... Parce que pour faire une playlist de 100, j'ai à peu près 120, 130, 140 noms, quoi. Donc, mais il était dedans, tu vois, il était aux portes. Donc, effectivement, oui, Jalen Suggs, je pense que j'avais pas pensé, considérer assez peut-être le shooting qui est là, donc je note, effectivement. Je pense qu'on va en rediscuter, mais de toute façon, je pense que Azad aurait fait aussi la propagande, donc on en aurait discuté. Mais Azad bref, qui se tire les cheveux de voir Franz Wagner derrière Jarrett Allen. Je pense que lui, il l'aurait mis quelque part entre Devin Booker et Donovan Mitchell, je pense. À peu près, ouais. À peu près. Bref, donc ensuite, question traditionnelle avant qu'on en discute un peu un par un. Comment les 5 du jour, est-ce que tu les as classés? Je rappelle un peu les noms. Donc on a dit Desmond Bane, Ali Burton, Jamal Murray, Scottie Barnes, Tyus Jones. Ces 5-là, quel est un peu ton classement, ton premier jet avant qu'on en discute plus longuement? Alors mon premier jet, évidemment, Tyrese Haliburton, premier. Ouais. Il n'y a pas trop de débat derrière. Mon 5e, Tyus Jones, il n'y a pas trop de débat non plus. Et 2e, 3e, 4e, c'est vraiment l'incertitude. Et on va dire, si on parle au niveau du cœur, enfin, un mélange de cœur et de raisonnement, moi, 2e, je mettrais Desmond Bane. Ok, donc ça c'est le cœur, donc on a compris que la raison voudrait plutôt Jamal Murray, c'est ça? Tout à fait, Jamal Murray. Et du coup, Desmond Bane 3e et Scottie Barnes 4e, je pense. Ok, ça marche. Moi, de base, j'avais Ali Burton comme toi. Tyus Jones à la fin aussi comme toi. D'ailleurs, Jones pourrait aussi sauter pour un Jalen Suggs ou pour un mec comme ça en fin de classement. On verra ça. Mais enfin, on va en parler aussi. Mais ouais, au milieu, j'avais plutôt Jamal Murray en 2, Bane en 3 et Scottie Barnes en 4. Mais je suis pas sûr de moi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va en parler et qu'on prend un peu le temps de le faire et on fait pas à la louche en 2-3 minutes chaque cas. Donc on peut y aller si tu veux. D'ailleurs, attaquons par Scottie Barnes. On peut le faire le cas compliqué d'abord si tu veux bien. Je te fais le topo. Tu connais le format. 35 minutes de jeu par match pour Scottie Barnes cette saison, 60 matchs. 98 de true shooting plus, donc efficacité relative à la moyenne, moins 2% par rapport à la moyenne. Bon, on est grosso modo au niveau de la moyenne. Et sur un usage de 25%, donc plutôt un bon volume d'utilisation, mais pas un volume de star. Voilà ce que ça veut dire en français, tous ces chiffres. Et c'est vrai que pour te lancer, on est un peu sur la saison de la responsabilisation offensive, pour une équipe qui commence enfin à tanker. Oui, et puis aussi la saison, entre guillemets, de l'avènement pour Scottie Barnes, puisqu'il a connu sa première sélection en tant que All-Star cette saison. Donc ça aussi, c'est quand même un facteur à souligner. Alors, il est All-Star dans une équipe moyenne dans la conférence S, mais bon, il a quand même sa petite étoile de All-Star. C'est une saison en 2 temps, je trouve, du côté de Scottie Barnes. Il y a vraiment
un début de saison où il est excellent en termes d'adresse, en termes de réussite, notamment sur pull-up, où le shoot à 3 points qui était un peu en dedans, notamment sur sa deuxième année, avait commencé à revenir avec un plus gros volume. Et ensuite, il y a le trade de Giannis Anunoby et le trade de Pascal Siakam, où il se retrouve avec un effectif qui est complètement remanié, dans un effectif qui commence enfin à tanker, comme tu l'as dit, et où le rôle s'est un petit peu évolué, c'est devenu la force, ou en tout cas le joueur qui sollicitait toute l'attention des défenses adverses. Et là, je trouve que il n'a pas été aidé par le contexte collectif des Raptors, qui n'était pas franchement excellent, mais je trouve qu'on est sur une seconde partie de saison où il était un peu moins dedans. Je trouve que c'est beaucoup moins de prise de responsabilité, notamment offensivement. Je trouve qu'au niveau de son usage, finalement, il n'y a pas tant une si grosse évolution que ça avant et après les trades. C'est-à-dire que si vous prenez pré-All-Star Break, il est à 24,9% d'usage. Vous prenez post-All-Star Break où il a joué que 5 matchs, donc c'est toujours un peu derrière, mais il est à 25. Donc je trouve que c'est un joueur c'est un jeune joueur qui se retrouve dans une situation assez rare finalement pour les jeunes joueurs qui se retrouvent avec les clés entre guillemets d'une franchise, c'est qu'il s'est retrouvé avec les clés en milieu de saison, là où des joueurs, on va dire, quand tu as une franchise qui entame un processus de reconstruction, c'est souvent durant l'intersaison avec justement au training camp, on dit bon ça y est, c'est la franchise de X joueurs. Lui, Scottie Barnes s'est retrouvé dans une situation un peu ambiguë, assez rare, où en fait il s'est retrouvé avec les clés de l'équipe en mois de janvier ou au mois de février. Donc il a loué un appart étudiant pour son année de fac, on lui a donné les clés le 1er janvier quoi. C'est ça, il se retrouve président du BDE au mois de janvier. Mais ouais, je trouve que du coup saison en 2 temps, ce qui fait que sur la première partie de saison, aller sur les 40 premiers matchs, il aurait pu être 3e au niveau du classement. Après, on débattra du niveau de Desmond Bane. Sur la seconde partie de saison, moi, j'avoue que j'étais un peu déçu du manque de prise de responsabilité et du fait qu'il semblait pas totalement à l'aise dans le rôle nouveau qu'était le sien. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant, ça. Quand on étudie un peu de près sa saison, c'est qu'à priori, on se dit, bon, allez, on va faire un filtrage première partie, deuxième partie saison par rapport au trade, comme tu dis, et on tombe sur des chiffres, ah ouais, en fait, c'est pas si différent que ça, quoi. Alors qu'on s'attend plutôt à autre chose, et d'ailleurs, on en avait parlé un peu avec Gabin, je crois, quand on avait fait le bilan des Raptors 2024. Mais c'est vrai que, en plus, tu vois, je rajoute aussi un autre élément, paradoxalement, il a jamais été autant assisté que cette année en termes de pourcentage de paniers assistés. Donc, à quel point est-ce que ces paniers sont créés par autrui, notamment, c'est un peu ça l'idée. Donc 56%, alors qu'avant on était à 54 et 48. Bon, ça change pas de beaucoup, mais comme tu dis, ça colle pas avec cette image un peu, si on regarde ça de loin, qu'on regarde pas trop les matchs ou qu'on regarde un peu de loin, l'image de ah ouais, Siakam est parti, c'est lui qui a pris les rênes. Bah pas tant que ça. Et en même temps, je pense aussi que ça fait partie du travail tactique de Darko et de ce truc aussi de essayer un peu de créer des choses différemment, essayer un peu d'utiliser les joueurs de bonne manière et peut-être de mieux les optimiser. Je parle de ça, mais parce que tu sais, RJ Barrett, c'est un peu pareil. Barrett, il arrive à mi-saison et finalement, on n'a pas du tout le RJ Barrett qui tire des pull-ups comme on l'avait eu au Knicks pendant 3 ans et demi. On a un mec qui se met à poser des écrans, à faire des cuts, etc. Donc je pense c'est pas forcément un mal, quoi. Dans le prisme de l'évaluation individuelle, on peut se dire que il est pas tant que ça explosé sur la création. Mais de l'autre côté, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est aussi une bonne utilisation à mon sens. Mais ouais, c'est l'autre aspect que j'aime un peu moins avec Scottie Barnes, c'est que je trouve qu'il a pas trop le jeu de son physique en un sens. Tu vois, alors j'en ai fait un podcast en plein milieu de l'année, je veux pas répéter, mais notamment je sais qu'il y a pas mal de comparaisons avec Giannis parfois parce que aussi grand, aussi long, un peu le fric physique, etc. Et sauf que la différence, elle est dans le jeu, quoi. Et qu'on n'a pas du tout le même, tu vois, au niveau des drives notamment, on a affaire à quelqu'un qui a un très mauvais driver en termes de résultats. Et ok, il a les centimètres, mais on est à des années-lumière en termes d'explosivité, en termes de puissance et même en termes d'agressivité, en fait. Donc, ce qui fait que cette année, on a quelqu'un qui a beau être très grand, très long et qui est un porteur de balle de grande taille. En fait, en termes d'efficacité sur des tirs en fin de drive, il est 51e sur 57 parmi les gros drivers, je veux dire. 51 sur 57, c'est quand même pas top, quoi. Donc, je pense qu'il y a peut-être une question de dribble aussi. Il y a peut-être une question de finition, d'agressivité. C'est peut-être un tout, mais en tout cas, en l'état, on a quelqu'un qui, effectivement, il a un peu plus les clés qu'avant. En tout cas, on espère qu'il peut prendre cette ampleur. Mais c'est pas si évident que ça, quoi. Oui, et puis je pense que, tu vois, on parle de Giannis, mais l'une des capacités de Giannis, notamment sur le drive, c'est la provocation de lancer franc. Ce qui n'est pas encore le cas de Scottie Barnes. C'est un joueur qui, finalement, on va dire, au vu de ses qualités physiques, pourrait encore progresser au niveau de la provocation de lancer, parce que si on prend le shooting foul pourcentage, donc à combien de pourcentage sur ses tirs le joueur subit une faute,
Si on prend sur son poste, il est que dans le 67e centile. Donc, il est, il fait mieux que 2 tiers de la NBA, mais je pense que si on regarde les jeunes années de Giannis, c'est un joueur qui est au-dessus et finalement, tu regardes un joueur qui provoque plus de fautes sur ses tirs que Scottie Barnes, un joueur comme Gigi Jackson, qui est un joueur qui est beaucoup plus pâteau, qui a pas le même profil que ce que peut avoir un Scottie Barnes, mais qui a peut-être un peu plus la technicalité, qui a peut-être un peu plus le vice pour provoquer des lancers. Donc au niveau de Scottie Barnes, je suis d'accord sur le fait que c'est un joueur qui en fait se retrouve, et c'est aussi un problème avec les jeunes joueurs, mais qui se retrouve avec un costume qui semble être un peu trop grand pour lui, en tout cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent au niveau de son passing. Alors c'était déjà un truc qui était positif sur sa première année, mais je trouve que cette année, avec justement le départ de Pascal Siakam et le départ de Giannunoby, il a encore été plus responsabilisé au niveau du passing. Je trouve que, par exemple, le fait qu'un RJ Barrett soit vraiment la meilleure version d'RJ Barrett qu'on ait jamais eu. Alors, c'est lié au changement de contexte avec l'arrivée du côté de Toronto, le changement de philosophie, le changement de rôle imposé par le coaching de Darko. Mais je trouve qu'il y a une belle complémentarité avec Scottie Barnes aussi. Et au niveau d'Immanuel Quickley, par exemple, qui est un joueur qui lui aussi est arrivé dans ce trade pour OG Anunoby, c'est un joueur ce sont 2 joueurs, Scottie Barnes et Immanuel Quickley, qui sont souvent liés, qui font souvent des jeux à 2. Donc, je trouve que c'est, entre guillemets, sur le scoring individuel, il laisse peut-être un petit peu sur notre fin. Par contre, sur le playmaking, je trouve qu'il y a quand même eu un step qui a été franchi cette saison. Et peut-être que on n'est pas sur le profil énorme scoreur comme ce qu'a pu être Giannis. Par contre, au niveau du playmaking, on est sur un niveau qui est quand même supérieur en termes, ne serait-ce qu'en simple terme de volume au niveau du playmaking. Donc, dans ce profil un peu ambigu. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est difficilement comparable à d'autres joueurs de son profil parce qu'il est tellement polyvalent tout en étant physiquement un joueur intéressant que c'est difficile de réellement le ranger dans une case. Mais un peu ce qu'on appelait un peu à l'époque, tu sais, les point forward, quoi, grosso modo. Alors, dans des styles très différents, mais tu vois, un peu Iguodala, par exemple. Parce qu'il était avant d'aller aux Warriors, mais bon, stylistiquement, c'était explosivité de folie et tout, Iguodala, donc on parle pas du style, mais dans la manière et dans le volume, c'était le scoreur qui était... Bon, il est capable, il a son petit volume de scoring, mais pas non plus autant que des stars de scoring, mais par contre aussi une mainmise sur le jeu. Et c'est vrai qu'on a commencé par un peu les défauts, ou en tout cas les nuances de son profil, donc tout ce qui est un peu création, d'ailleurs j'ai pas cité non plus, mais isolation, tu vois, il en fait pas tant que ça, isolation par match, c'était 1 contre 1, et surtout il a une efficacité qui est de 0,70 points par possession, à peine 0,70 points par possession, c'est dans le 18e centile, donc à peine mieux que 18% de toute la NBA. Bon, bref, la création n'est pas trop là, en tout cas la création de scoring, mais effectivement, déjà il y a cet aspect de passing, comme tu l'as dit, on a vraiment de très très bons trucs, je trouve, et que ça peut, à quel point ça peut être une première option d'équipe de par ça, je sais pas, mais on a un truc hyper intéressant et qui, en plus, c'est un passing assez varié, c'est-à-dire que c'est un porteur de balle de grande taille, mais qui aussi, je pense, peut être pas mal utilisé en termes de poseur d'écran sur pick and roll, tu sais, donc ensuite débloquer le short roll, il peut être un peu au poste bas et donc tu fais des split actions autour de lui, il peut faire aussi opérer en tant que intérieur grosso modo de dribble and off, donc il a la balle dans le périmètre, il fait un jeu de main à main pour un Quickley qui arrive lancé, etc. Donc ça on le voit, il a effectivement un ratio de playmaking, son jeu tend pas mal vers le playmaking et c'est bien, modulo un peu de déchets mais c'est pas inquiétant. Et puis l'autre aspect, tu vois, c'est que bon, il y aura la défense, on va développer, mais on parlait aussi de tout ce qui est panier assisté, il a jamais été autant assisté. Je pense qu'en un sens c'est ça qui est bien avec son profil, c'est que il peut jouer comme porteur de balle, mais aussi il peut jouer comme un vrai intérieur un peu plus classique de finition, quoi. De poser l'écran, rouler au panier, ou même être grand et long autour du panier, hein. Donc dunker spot, tout ce genre de choses. Et ça, c'est quand même, ça a de la valeur, quoi, parce que c'est un triangle n'a pas ça, quoi. Tu vois, si on compare les porteurs de balle. Et donc ça rajoute à cet aspect polyvalence. Et c'est pour ça qu'au global, on a affaire à quelqu'un qui a une efficacité qui est autour de la moyenne, donc ça va, plutôt que catastrophique, parce que sur la création pure, il est assez cata, mais par contre, tout ça est relevé parce que il peut aussi faire des paniers faciles de finition, donc ce qui fait qu'on a un tout assez intéressant, quoi. Disons que ce qui augmente son efficacité, c'est le jeu entre guillemets d'intérieur, parce qu'effectivement, c'est pas sur la création individuelle au niveau du scoring pur, et finalement, c'est assez intéressant. Alors, défensivement, c'est pas du tout le même profil, mais ce côté gabarit de grande taille avec un scoring au niveau du pull-up assez inexistant et playmaking, il y a un petit côté dans le profil, on pourrait décrire Ben Simmons dans le profil offensif. Alors après, il n'y avait pas du tout le jeu entre guillemets d'intérieur de Ben Simmons, mais sur le côté
finalement, j'ai pas tant que ça de tir. Création individuelle sur le dribble est pas forcément le meilleur. Par contre, vraiment playmaking très bon. Même si au niveau de la vision de jeu entre Ben Simmons et Scottie Barnes, il y a quand même une nette différence. Mais voilà, je trouve que si on doit le ranger dans cette case-là, c'est plutôt il est plus proche de ce joueur que pouvait être Ben Simmons, à savoir scoring pas forcément énormément élevé, mais par contre gros ratio de playmaking, plutôt que de Giannis dans le sens où Giannis énorme ratio, énorme volume de scoring. Par contre, au niveau du playmaking, c'est plutôt accessoire. Je pense que Scottie Barnes sera plutôt dans ce range de playmaker avec des difficultés au scoring que vraiment scoreur implacable et capable d'être un playmaker derrière. Après, il y a un point qui est intéressant dans la saison de Scottie Barnes, c'est pourquoi son efficacité a augmenté cette saison par rapport à l'an dernier, pourquoi il a gagné 8 points au True Shooting Plus entre la 2022-2023 et la 23-24, c'est parce que il est à 42,3% sur les catch and shoot à 3 points. Jusqu'au 1er janvier. Après, ça se casse la figure. Du coup, à quel point on est sur un joueur qui, on l'a vu, d'une saison à l'autre, a changé sa mécanique de tir. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais finalement, si on regarde un petit peu les stats et le précédent, on va dire, de Scottie Barnes, on est sur un joueur qui n'a pas augmenté son volume à 3 points. C'est-à-dire que, allez, il fait un x2, mais le total, vu qu'il a joué moins de matchs, le total de 3 points tentés sur la saison est quasi équivalent au nombre total de 3 points tentés sur sa saison rookie et sur sa saison sophomore. Par contre, il passe de 30% ou 28% à 34,1%, quand bien même il y a une baisse à partir des trades de Siakam et de OG Anunoby. Donc à quel point c'est un joueur à quel point son shoot était réel cette saison, c'est une question que je me pose, surtout qu'au lancer franc, c'est un bon joueur, un bon shooter de lancer franc, mais c'est pas non plus un shooter d'élite. Hein. On est sur 77-78%, donc on n'est même pas sur l'espèce de barre symbolique des 80%, qui est un peu la barre symbolique des bons shooters au niveau des lancers francs. Donc moi, c'est une interrogation que je me pose, au-delà de la création individuelle via le dribble, qui est, je pense, un peu un leurre, ou en tout cas un mirage qui, si jamais elle venait à arriver, va mettre beaucoup de temps à arriver, mais à quel point ça peut être un espèce de playmaker capable de tout faire, qui peut jouer dans un rôle d'attaqueur, tout en étant capable de sanctionner sur du catch and shoot à 3 points. Et si jamais le tir est réel, eh ben on est sur un Scottie Barnes et on est sur un joueur qui va être hyper polyvalent, parce que tu peux avoir un joueur qui est une menace sur le playmaking et une menace off-ball, parce que c'est un joueur qui a un haut taux d'efficacité sur les catch and shoot à 3 points, et donc qui peut forcer les défenses à sortir de manière agressive sur lui, et potentiellement, avec sa lecture de jeu, débloquer des espaces pour ses coéquipiers. Ouais, après le 3 points, c'est un peu le point charnière en effet. Bon, cette année il les mettait, donc tant mieux, hein, ça compte. Mais le 3 points, comme tu dis, je sais pas trop. Après, j'ai un peu plus confiance déjà au petit pull-up à mi-distance, qui a l'air un peu plus stable déjà. Et bon, on sait pas si la portée du tir s'étendra jusqu'à 3 points, mais bon, il y a déjà un peu ça. Et pour la défense, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaissait, enfin, on l'a déjà vu dans plein de rôles déjà. Et ça, c'est aussi une des forces de son profil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était, malgré son inefficacité l'an dernier, il était tout de même dans le top 100. C'est qu'il y avait cette valeur défensive, en fait. Et dans des bonnes équipes, même on l'a déjà vu très bon. Défense au point d'attaque sur des plus petits, défense un peu de grands aussi. Et c'est ce que j'aime bien cette année, c'est finalement, quand Siakam est parti, ça a libéré un peu plus, entre guillemets, un poste intérieur pour lui. Donc plutôt qu'être plus fréquemment comme avant, juste dans le périmètre, en termes de défense on-ball, là j'ai aussi hâte, et je trouve qu'on l'a un peu vu sur la fin de saison, mais j'ai hâte de voir aussi l'an prochain tout ce qui est justement l'utiliser dans un rôle de safety, quoi, de libéraux, un peu plus protecteur de panier, plutôt que juste on te met sur James Harden sur la série contre les Sixers, ou ce truc comme ça, où il peut le faire, mais là encore, le mot d'ordre, c'est polyvalence. Mais voilà, on a aussi, je trouve, un profil défensif qui est hyper intéressant. J'irai pas jusqu'à dire un des 10 meilleurs défenseurs de NBA, non, évidemment pas. Mais ouais, franchement, ça a quand même beaucoup de valeur de par cette polyvalence pour moi aussi, quoi. Oui, et puis c'est aussi un joueur qui va créer Enfin, son playmaking défensif est bon aussi, parce que finalement, si on regarde au niveau du block pourcentage, donc le pourcentage de contre que tu réalises, il est à 2,1%, donc il est dans le 95e centile. Et au niveau du steal pourcentage, donc le pourcentage d'interception, il est à 1,5%. Finalement, si on regarde les joueurs qui sont à plus de 2,1 de bloc pourcentage et plus de 1,5 de steal pourcentage, tu te retrouves sur, Jaren Jackson, Isaiah Hartenstein, Anthony Davis et Joel Embiid. Donc non seulement il y a de la défense, il y a de la polyvalence défensive, mais c'est aussi un joueur, et je trouve que c'est là où, entre guillemets, son rôle a évolué cette saison par rapport à l'an dernier. Il y a beaucoup plus, pas de la protection de cercle, mais en tout cas, il évolue beaucoup plus proche du panier que ce qui pouvait évoluer les années précédentes, de par aussi la modulation, de par l'évolution du roster. Et je trouve ça intéressant de voir que
il y a une polyvalence défensive qui est assez rare. Enfin, vraiment, le profil est très intéressant parce que c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui peut défendre sur des extérieurs, sur l'isolation, et qui a aussi une protection de cercle, tout en étant capable de faire du playmaking défensif et de forcer et de créer des turnovers. Donc voilà, moi j'étais un peu sur ma réserve défensivement sur la seconde partie de saison, en tout cas sur la seconde saison à Toronto, saison sophomore, je l'avais trouvé un peu en deçà de sa saison rookie. Et là, je trouve que cette année, vraiment, il est revenu à des standards qui sont très très élevés. Et donc, avec tout ça, dans le classement, où est-ce qu'on l'imagine ? Ah, là, c'est dur. Là, moi, je le mettrais au-dessus de Franz Wagner, entre Jarrett Allen et Franz Wagner. Moi, je le mettrais 12e. Au-dessus de Franz Wagner, donc au-dessus de... on est autour de la 12e place actuellement. Ouais. Donc, y compris au-dessus de tout ce qui est role-player d'élite, Jaden McDaniels, KCP alors. Ouais, parce que après, c'est toujours ce qu'on défend nous à Dunk Hebdo, mais la valeur du playmaking et la valeur de la charge offensive plus élevée. C'est-à-dire que 25% d'usage, ça sert à les classer. Après, on est sur un joueur qui a moins, on va dire, sa qualité première est beaucoup moins forte que celle de Jaden McDaniels ou que celle de KCP. Mais encore une fois, moi j'aime bien classer, j'aime bien entre guillemets récompenser ceux qui ont une grosse charge offensive. Donc après, il peut être mis derrière parce qu'on peut dire, bah oui, mais c'est un joueur qui a une grosse charge offensive, mais qui n'a pas l'efficacité ou qui n'a pas entre guillemets la valeur première que peuvent avoir un KCP ou un Jaden McDaniels. Mais pour moi, ouais, ce serait dans ce registre-là, parce que finalement, si on compare par exemple à Franz Wagner, c'est deux joueurs qui sont assez éloignés, mais qui, on va dire, ont un usage similaire et qui ont des qualités et des défauts qui peuvent parfois se retrouver. C'est-à-dire que il y a au niveau de la création, de la création individuelle, c'est pas toujours fort et c'est pas toujours top. Et défensivement, on est sur deux très bons joueurs. Donc ouais, après. Pour moi, si tu me dis que si tu classes Scottie Barnes derrière Jaden McDaniels et KCP, moi ça me choque pas. Après, je le trouve bien à côté de Franz Wagner. Constant, tu sais qu'ils sont pas là. Il y a pas Tom, ils sont pas là tous les autres. Il y a que nous. En plus, il y a personne qui nous écoute. Je sais qu'il y a les ordres du parti, mais c'est quoi ton avis à toi ? C'est pas plutôt que l'avis de Dunk Hebdo. Non, mais je le mettrais 12. Je te taquine. C'est pas CCTV qui me dicte comment je dois penser. Non, mais ça me fait rire parce que je sais qu'en plus je te taquine, mais tu sais parce que tu répètes, tu dis nous à Dunk Hebdo, mais ça me fait penser aussi à Envergure. Hugues aussi, il parle comme ça, il dit nous à Envergure. T'as toujours l'impression que. Bien sûr, c'est la collectivité. C'est ça, ouais. Non, mais en plus je te rejoins. En y réfléchissant, enfin pas en y réfléchissant, mais la création offensive a de la valeur. Donc c'est de prime abord, oui, ça me va de le mettre autour de Franz Wagner et de là donner un petit boost par rapport à la défense, c'est un peu ça l'idée quoi, finalement, par rapport à Wagner. Ouais. Ouais, ça peut s'imaginer, mais alors un peu coller les deux, pas forcément un écart. Non, les deux. Ouais, puis quand tu passeras sur Paolo Banchero, tu les mettras collés aussi. Tu mettras Paolo Banchero collé entre les deux. Mais tu vois, je pense que ce serait intéressant quand Paolo Banchero passera dans la syllabe de se demander entre Scottie Barnes et Paolo Banchero, est-ce que réellement il y a un écart de niveau entre ces deux joueurs? Ouais. Bon, t'as compris, je te taquine, mais je sais que c'est ton avis, mais non. Je suis d'accord en plus, mais la formulation à chaque fois me fait rire. Avec toi, je me permets. T'as raison. Ok, bah très bien, mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir, est-ce que je te prends par surprise ou est-ce que tu t'en souvenais de ça, le passage faut citer les joueurs qui étaient sur le parquet. Exactement, qui est sur le terrain. Citer des joueurs qui étaient sur le parquet, on saurait même un peu des actions marquantes de la saison. Nous sommes le 28 novembre 2023. Donc cette année, en début d'année, et c'est un dunk avec un N1 après un entre-deux. Donc un peu entre-deux d'un côté, et ça s'échappe de l'autre côté, ça fait un dunk N1 mémorable contre les Brooklyn Nets. Je pense que tu l'as en tête, cette action mémorable. Ça me dit rien, tu vois. Non, mais ça dit rien à personne, mais est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action ? Tu veux que je commence par les Raptors ou par les Nets ? Tu fais ce que tu veux. Je vais citer, y a-t-il OG Anunoby sur le parquet ? Exactement, oui, tout à fait. On est en novembre. Y a-t-il Pascal Siakam sur le parquet ? Oui, tout à fait. Après, c'est qui l'intérieur titulaire ? Y a-t-il Jakob Poeltl sur le parquet ? Oui, Poeltl est là, oui. C'est qui le meneur ? Du coup, il est reparti à Brooklyn après. Y a-t-il Dennis Schroeder ? Exactement. Dennis Schroeder sur le terrain, donc t'as les 5 de Toronto. Alors après, les Nets, y a-t-il Cam Thomas, le magnifique ?
Cam Thomas est sur le terrain, oui, tout à fait. Cam Thomas, alors après... T'as cité Schroeder, donc, de l'autre côté. Miroir. Ah, Spencer Dinwiddie. Exactement, Spencer Dinwiddie, ouais, tout à fait. Ouais. Après, y a-t-il Cam Johnson sur le parquet? Tu me l'as pas déjà dit? Non, Cam Thomas, j'avais dit. Non, alors il n'y a pas Cam Thomas, c'est Cam Johnson. Il n'y a pas Cam Thomas. Il n'y a pas Cam Thomas. Il y a trop de Cam au Nets. Du coup, il y a Cam Johnson, mais pas Cam Thomas. Y a-t-il Michael Bridges? Parce que de toute façon, il joue tous les matchs. Michael Bridges, ouais, tout à fait. Il est sur le terrain il était encore en Nets à l'époque. On a un ailier non drafté d'ailleurs. Un ailier défensif non drafté. De Florida, je crois. Sorti de Florida à la fac. Est-ce que cet ailier non drafté est passé par Dallas? Tout à fait. Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith, ouais, effectivement. Et on a quelqu'un qui était considéré comme un point center à l'époque de la fac. Un pivot qui pouvait mener le jeu. Deron Sharp? Non. Non, ça va peut-être t'étonner. Nick Claxton? Exactement, Nick Claxton. Ouais, d'accord. Ouais. Nick Claxton à Georgia, il y avait un peu une hype de point center, pas bon. Mais ça c'est pas encore totalement transposé en NBA. Ouais. Chez Fan des Nets, je crois qu'il y a toujours une un peu de point center Nick Claxton. Bref, passons à notre deuxième joueur du jour. Tiens, on peut aller sur qui on va aller? Sur Desmond Bane, si tu veux bien. On peut faire on peut enchaîner les cas. Desmond Bane, 34 minutes par match, 42 matchs, 101 de true shooting plus, donc plus 1% d'efficacité relative à la moyenne sur 28% d'usage, donc plutôt gros boost de volume de responsabilité. Et en fait, pour te lancer, on est sur... il y a eu les blessures, ok, mais on est secrètement, parce que Memphis c'est pas bon, mais secrètement sur une saison de progression en fait pour Desmond Bane. On est complètement sur une saison de progression. Et je trouve que c'est même la saison où il a le plus progressé, je trouve. Parce que Desmond Bane, si on fait un petit peu l'historique de draft, il est drafté à 22 ans, c'est le dernier pick du premier tour. On avait fait son profil à l'époque sur le site We Are Thunder France, parce que c'était à peu près dans le range où OKC avait un pick. En gros, il était considéré déjà comme un shooter d'élite, mais comme un simple shooter de catch and shoot. Un peu ce qu'est Luke Kennard, on va dire, dans la NBA actuelle. Sa saison rookie, c'est un joueur de catch and shoot. C'est un joueur très efficace, mais c'est un joueur de catch and shoot. Deuxième saison, on commence à avoir un petit peu plus de jeu balle en main, on commence à avoir un petit peu plus de pull-up. Troisième saison, ça progresse toujours. Et puis on commence à avoir un petit peu de playmaking aussi. Et puis là, quatrième saison, on est sur un joueur qui a 25 ans, donc potentiellement qui est plus vieux que certains joueurs qui arrivent dans leur dernière année de contrat rookie. Et on voit encore de la progression. Et je trouve que c'est intéressant avec Desmond Bane, c'est que c'est un joueur qui s'est retrouvé drafté 30e parce que plus vieux et potentiellement un problème d'envergure au niveau des bras, de l'envergure de bras qui pourrait être pénalisant. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur un attaquant de très grande qualité. Alors là, pour le coup, je manque totalement d'objectivité sur Desmond Bane. D'ailleurs, je salue Tom de Dunk Hebdo, bien évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et je trouve que cette saison, vous en aviez parlé justement avec Tom dans l'épisode des 10 stats sur la saison de Memphis. Là où Jaren Jackson a semblé parfois un peu subir la nouvelle charge offensive qu'il avait, je trouve que Desmond Bane, c'est un joueur qui a répondu à cette nouvelle charge. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est beaucoup moins assisté au niveau de ses paniers, quand bien même il reste relativement assisté pour son poste. Il y a 48% de ses paniers qui sont assistés. On est quand même passé de 60 à 48, donc moins 12 points de pourcentage d'une année sur l'autre. C'est un joueur qui se crée beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'accès notamment au cercle via son dribble. Et si on ajoute à ça toujours le shooting d'élite, notamment sur pull-up ou sur catch and shoot à 3 points, pour moi on est sur un joueur qui est bien classé. On est surtout sur une réelle progression, surtout, je conclurai là-dessus avant de te redonner la parole. Pour moi, on est sur un joueur qui, au niveau du playmaking, quand il arrivait, il n'y avait absolument pas de playmaking, il y avait un petit peu de connecting. Et là, je trouve que la relation qu'il a pu avoir aussi avec Jaren Jackson cette saison, c'est que du positif, entre guillemets, dans le malheur qu'a pu avoir Memphis cette saison au niveau des blessures. Oui, je te rejoins là-dessus que... Effectivement, Jackson, il y a un point à côté, prend plus de volume, mais le test n'a pas réussi, on va dire. Il fallait bien que quelqu'un prenne les tirs, hein, mais on a vu que c'est une version avec plus de déchets et pas si intéressante que ça, alors qu'à l'inverse, Bane, il a été passé au révélateur parce qu'il y avait que ça à faire, hein, grosso modo, mais ça a été une réussite totale. Et en effet, il y a une petite chute d'efficacité,
mais qui est vraiment pas si grave que ça, quoi, pour le coup. En plus, il est encore efficace, hein, au niveau de la moyenne, donc c'est pas comme s'il avait chuté complètement. Mais bon, premièrement, le 3 points un peu en panne, en tout cas moins bon que d'habitude. C'est-à-dire qu'en carrière, il a plus de 42% à 3 points. Ça a chuté à 38. Voilà, tu te rends compte, il shoot que à 38% pour catastrophe. Le coup. Et bon, il y a un côté prise de responsabilité, un peu plus de pull-up, mais comme tu dis aussi, au niveau des paniers assistés, de 60% à 48%, et pour modéliser un peu, 60%, on est un peu la zone des Kyle Kuzma, Josh Giddey, Derek White, donc voilà, un peu cette zone-là, et 48%, donc ça c'était l'an dernier, 60%, et là 48%, on est plutôt zone Ingram, Zion, Jalen Williams, Kyrie Irving. Donc voilà, pour un peu essayer de mettre des noms derrière ces chiffres, on est quand même passé d'un profil qui était role player ou en tout cas finisseur pas mal à quelqu'un qui est un peu dans les zones de créateurs, quoi, de créateurs, créateurs polyvalents, certes, hein, Irving, Williams, etc., mais créateurs tout de même. Donc on a ça, plus le passing, évidemment. Ça, c'est aussi l'énorme évolution avec ce côté où, bah ouais, comme tu dis, à la draft, c'était seulement un shooter en sortie d'écran et puis pas grand-chose de plus. Et non seulement on a vu que c'était plus que ça, en termes de création pour scoring, mais là, cette année, c'est surtout le passing qui m'a un peu impressionné, avec de plus en plus développer les lectures sur pick and roll, développer juste le kick-out, développer des trucs comme ça, voire même on a vu quelques-unes, tu sais, des fameuses skip pass vers le corner opposé, carrément, où le truc, tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, bah non, il peut pas faire ça, quoi. Et là, il nous sort des pick and roll où, voilà, je prends l'écran, ça monte haut, il y a une aide en deuxième rideau, bah tiens, je vais chercher le corner opposé avec une passe qui traverse toute la largeur du terrain, pardon. Et ouais, c'est quand même pas mal, quoi, cette prise de volume en création. J'espère que ça va se maintenir pour la suite et que c'était pas que un effet de, bah tiens, on tank, donc il y a des ballons. Mais je pense que ça va un peu rester. Et pareil, on l'a même pas dit, mais au niveau des drives, pareil, cette année, il est grosso modo au niveau de la moyenne parmi les gros drivers. Il fait d'ailleurs pas mal de drive cette année. Et puis au niveau de la moyenne, au niveau de l'efficacité sur drive. Donc ouais, en fait, ça progresse un peu partout. Et je pense qu'on est potentiellement sur quelqu'un qui est un peu en train de transcender son rôle offensif de base, en fait. Oui, complètement. Et j'ajouterais à ça, tu vois, tu parlais du fait que c'était un joueur qui était efficace sur drive. Moi, j'ajouterais à ça que c'est un très bon joueur de jeu de transition. Et Memphis avait besoin un petit peu du jeu de transition parce que l'attaque sur demi-terrain, il me semble que c'était la pire en termes d'offensive rating de toute la NBA. Donc, avoir un Desmond Bane qui est à 1,14 points par possession sur le jeu de transition, eh ben, on est mieux classé que, par exemple, un Tyrese Haliburton, qu'on va citer dans cet épisode-là, qui pourtant a réputation d'être un bon joueur de transition, même si Tyrese Haliburton amène du jeu de transition via son passing, alors que Desmond Bane, c'est vraiment sur le scoring pur. Mais je suis complètement d'accord avec toi, on est sur un joueur qui, en fait, lui, pour le coup, contrairement à Scottie Barnes, on lui a donné un nouveau costume qui était plus grand, et qu'il est capable d'endosser. Et moi, le truc que je trouve très intéressant avec Desmond Bane, c'est que finalement, si on regarde la zone de répartition de ses tirs, c'est quasiment la même répartition que les autres années, sauf qu'il est beaucoup moins assisté. C'est-à-dire que c'est un joueur qui prend, un tiers de ses tirs au cercle, 25% de ses tirs à mi-distance et 40% de ses tirs à 3 points. Il fait quasiment ça toutes les années. Sauf que comme il est beaucoup moins assisté, ça montre qu'au niveau du dribble, c'est un joueur qui est capable d'aller dans les mêmes zones dans lesquelles il allait les années précédentes où il était assisté, mais via son dribble. Donc je trouve que c'est une réelle progression dans ce domaine-là. Au niveau du playmaking, voilà, je vais pas paraphraser ce que tu as dit, mais je trouve que c'est intéressant de voir que dans cette équipe de Memphis où il va y avoir beaucoup de choses qui vont dépendre de son rendement offensif la saison prochaine, et bah de voir que dans une situation où tu as quelques incertitudes sur le poste de backup meneur du côté de Memphis, tu peux avoir Desmond Bane un petit peu responsabilisé en tant que créateur sur de la seconde unit, ou en tout cas un joueur qui est capable de manipuler les défenses avec son scoring pour créer du playmaking pour les autres. Oui, et puis même en général, ces progrès au passing, c'est pas mal parce que, imaginons que Ja Morant revienne, etc., on retrouve la grosse équipe, même ce passing sur de simples sorties d'écran, c'est cool, quoi, parce que quand tu fais une sortie d'écran et qu'il y a deux mecs qui viennent sur l'écran, qui viennent sur toi parce que t'es dangereux, si t'es capable de faire la passe et de faire des lectures un peu avancées, pourquoi pas même un peu de manipulation, de genre, ah tiens, je fais la passe là, en fait, je la fais de l'autre côté, ou ce genre de choses, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est pas que le côté pick and roll, tiens, il y a personne fait des pick and roll, ça c'est bien, mais si son passing vient aussi complémenter son jeu en sortie d'écran, de shoot en sortie d'écran, ouais, ça permet de mieux aussi tirer profit des décalages qu'il va créer de par la menace de son shoot. Donc voilà, c'est un peu tous les progrès de Desmond Bane. Je pense que la défense, on n'a pas trop parlé, mais bon, il n'y a pas trop à dire, autant sur le plan individuel que collectif. En plus, le contexte n'était pas top cette année, mais on est grosso modo, je pense, sur quelqu'un qui est pas
génial, mais qui sur de bons passages dans des bonnes équipes a déjà montré il pouvait être compétent largement en défense on ball en fait. Ouais, après c'est un joueur qui, pour le coup, souffre de son envergure, c'est-à-dire que c'est un joueur qui Ouais. a difficilement un poste spécifique ou un profil spécifique qu'il est capable de défendre. C'est-à-dire que si on regarde les joueurs qu'il a le plus défendus cette année, eh ben on est sur, en premier, Michael Porter Jr., deuxième, Derrick Jones Jr., donc Michael Porter Jr., shooter off-screen, et Derrick Jones Jr., un non-facteur en attaque, et après on est sur Paul George, Brandon Ingram et Keegan Murray. Donc on est plutôt sur des ailiers assez longilignes. Mais finalement, quand on voit que Desmond Bane est un joueur, allez, dans la line-up de Memphis, c'était un petit peu effacé par l'absence de Ja Morant cette année. Mais quand tu vas te retrouver avec le retour de Ja Morant et que tu auras le starting five avec Ja Morant, Marcus Smart, et ben du coup Desmond Bane sera le poste 3 et donc il se retrouvera peut-être encore plus exposé sur ce type de profil. Mais voilà, c'est un joueur qui pâtit du fait que pour un ailier, il est petit et surtout l'envergure de bras qui est assez faible. Hein. Il me semble qu'elle est nulle, donc il fait la même taille que son envergure au niveau des bras. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas un facteur positif, c'est même un facteur qui a pu aussi lui coûter des places le soir de la draft. Mais voilà, c'est un joueur qui est assez difficilement insérable en termes de tiens, toi, tu vas défendre ce type de profil. Et donc, dans le classement, où est-ce qu'on le projette, où est-ce qu'on l'imagine? Ah, là, ça va être difficile, là, parce que je pense que je le mets au-dessus de Scottie Barnes. Je le mets au-dessus de la 12e place. Par contre, je vois, en fait, pour moi, il est, je sais pas ce que t'en penses, mais il est entre DeMar DeRozan et Derrick White. Il est entre 9e et 10e, je pense. Ouais. Donc au-dessus de Derrick White. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un peu un côté... Derrick White gagne pas un peu des points en termes de défense. Et même, tu sais, cette année, il est aussi un peu plus créateur, hein, mine de rien. Il est même largement plus créateur qu'avant, donc c'est pas juste un role-player génial. Donc il y aurait peut-être duel, mais je sais pas. Bon, je pense qu'on est dans la bonne zone à peu près. Hein. Ouais, moi je le mets derrière DeRozan et devant Derrick White. Même si Derrick White, on a souvent tendance à le résumer à un simple role-player, un role-player d'élite, hein, mais au role-player ultime, alors que je pense que Derrick White est bien plus qu'un role-player ultime. Donc c'est pas tant insulter entre guillemets le niveau de Desmond Bane que de le mettre dans la zone de Derrick White. C'est plutôt rendre hommage au joueur qui est Derrick White et à la perception parfois un peu faussée qu'on peut avoir de lui. Et le fait que Jarrett Allen soit derrière ces deux noms-là, ça te choque pas? Non, parce que alors après il y a tout l'aspect défensif qu'apporte Jarrett Allen, mais encore une fois, je pense que je valorise beaucoup plus la création offensive, surtout que Desmond Bane a beaucoup plus de paniers non assistés cette année. Donc je pense que je valorise ça devant Jarrett Allen. Oui, c'est vrai. En effet, bah mettons-le là. Alors, mettons-le là. Je me demande même, quoique... Non, DeRozan quand même pas. DeRozan. Non, quand même pas. Je réfléchissais, mais non. Sur l'année, pour moi, non. Mais il peut être, tu vois, et là, pour le coup, je serais très curieux, là aussi. Je tease, hein, enfin, je tease pas, mais je serais très curieux de voir le classement entre Desmond Bane et Jalen Williams, par exemple. Ah, mais moi, je peux t'annoncer que... Non, j'annonce rien, on verra. Ah non, okay, je pense que l'un sera devant l'autre, voilà, spoiler. Il y en a un qui sera devant l'autre. Ouais. Mais pour moi, c'est deux joueurs qui peuvent, entre guillemets, suivre des trajectoires assez similaires, même s'il y en a un qui est drafté 2 ans plus tôt que l'autre. Mais la courbe de progression, il y en a un qui est en avance sur l'autre sur les temps de passage, mais finalement, peut-être que Desmond Bane va rejoindre, entre guillemets, cette catégorie de joueurs. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 12 novembre 2023 et j'arrive pas à me relire. Je sais pas ce que c'est. Un dunk, je sais pas. Va falloir citer les joueurs de Memphis. Alors là, ça va être dur, là. Attends. Comment ça c'est? J'arrive pas à me relire. Je me souviens plus de l'action en question. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est un dunk en transition avec personne autour. Voilà, je suis pas arrivé à me relire, mais je voulais faire une action un peu random pour notre ami Constant, qui est plutôt très bon au niveau des quiz. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action que je rajoute sur montage? Attends, alors du coup, franchement, les Clippers, bon, ça va, ils ont pas eu trop de blessés, donc normalement, il y a Kawhi Leonard. Oui, tout à fait. Il y a Paul George. Oui. Il y a James Harden. Ouais. Il y a Ivica Zubac. Oui. Et Terrence Mann. Effectivement. Ouais. Et de l'autre côté, alors c'est là qu'on va commencer. Oh là là. Y a-t-il Jaren Jackson?
Il n'y a pas Jaren Jackson. Aïe. Oh là 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 là. Y a-t-il... je vais essayer... Qui était là? Y a-t-il Santi Aldama? Non, il n'y a pas Santi Aldama. Oh là 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 là. Bon, on va repasser sur les extérieurs, du coup. Y a-t-il Marcus Smart? Marcus Smart est sur le terrain, oui, tout à fait. Nous sommes en novembre, il jouait. Ouais, c'est c'est le passage éclair de Marcus Smart. Alors du coup, faut trouver... Mais qui est l'intérieur de ce truc-là? L'intérieur a fini chez toi en plus, d'ailleurs. Ah bah du coup, Biyombo. Exactement, Biyombo. C'est vrai que Biyombo est à Memphis. Oh là. Il y en a un qui est dans la mare. Dans la mare. Dans la mare? Ouais, un joueur qui est dans la mare. Qui est dans la mare? Ce sont les... Alors, les canards? Eh ben. Ah, Luc... Non. Ah, Luc Kennard. Ouais. Oh ouais, j'ai du mal à la... Ah oui, d'accord. Oui, la mare au canard. Luc Kennard, ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. Et après, Vince Williams, il doit pas jouer encore à cette époque-là. Non, le dernier, bon, l'indice habituel, je crois que j'ai déjà fait 2-3 fois, mais le mec qui range le matos sur des concerts, qui aide à porter les enceintes, c'est qui? Ah, John Concha? Non. Ah, du concert, du coup, ça marchait avec le matos. C'est un meneur? Non, c'est plutôt un ailier qui a fini à Phoenix d'ailleurs. Ah, David Roddy. Exactement, David Roddy. Qui a été prolongé puis coupé. Les Roddy sur les concerts, ceux qui portent les équipements, ça te parle pas? J'avoue pas la référence. Je séchais. Moi, je suis resté aux equipment managers de Guinness. Je comprends avec les chaussettes sales. Bref, avançons, troisième joueur du jour, c'est Tyus Jones. 29 minutes par match pour Tyus Jones cette saison, 66 matchs, pile 100 de true shooting plus, donc il est pile au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité au scoring, sur un usage, mine de rien, qui est assez faible, 16% à peine. Mais c'est vrai que pour te lancer, on est sans doute sur sa meilleure saison en carrière, peut-être? Bah, en tout cas, celle où il y a eu plus de responsabilités individuelles. Forcément, il tombe dans le marasme de Washington, désolé, mais il tombe dans le marasme de Washington, c'est-à-dire que Tyus Jones, sur la saison à Washington, il a été plus souvent titulaire que sur l'intégralité de sa carrière, alors que c'est un joueur qui a 9 saisons NBA, il me semble. Donc voilà, c'est un joueur qui a beaucoup profité. Après, Tyus Jones, moi j'étais très content que tu me donnes Tyus Jones dans la liste, parce que moi, ça fait partie d'un des plus gros revirements de philosophie que j'ai pu avoir d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que quand si on avait fait la syllabe il y a de ça un an, moi je t'aurais dit Tyus Jones, c'est un profil que j'aime beaucoup parce que playmaker extrêmement propre. Alors on est sur un playmaker qui fait des choses simples mais qui fait des choses très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un manipulateur de défense comme peut l'être par exemple un Tyrese Haliburton. On est sur du pick and roll. Il n'y a pas de flashy dans le playmaking de Tyus Jones. Il y a de l'efficacité au tir, notamment à 3 points, même si finalement à 2 points et près du cercle, c'est pas si bien que ça, mais au moins sur catch and shoot, c'est un shooter efficace. Donc je t'aurais dit, franchement, c'est un profil que j'aime beaucoup. Et là où j'ai changé, entre guillemets, de philosophie depuis un an, c'est que j'accorde une importance beaucoup plus grande au fait que les joueurs de petite taille sont des joueurs qui de facto sont pénalisants. C'est-à-dire que Tyus Jones, c'est la problématique, c'est que c'est un joueur qui individuellement a de nombreuses qualités, mais structurellement pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que défensivement, c'est un joueur qui, tu vois, on parle souvent par exemple, du 4 Trae Young pour justifier un joueur de petite taille. Sauf qu'il n'a pas du tout le rendement offensif que peut avoir Trae Young. Donc du coup, ce qu'il apporte offensivement, à savoir du playmaking de grande qualité, un petit peu de shooting, même si le volume à 3 points est pas si élevé que ça, ça n'est pas forcément suffisant pour compenser les lacunes qu'il peut poser structurellement défensivement de par sa petite taille. Et c'est aussi pour ça, je pense, que il n'a pas été forcément courtisé par les équipes au moment de la trade deadline. Quand bien même, je pense que c'était un asset qui pouvait être bougé, parce que même au niveau de son salaire, il ne coûtait entre guillemets que 14 millions, donc c'est à peine au-dessus du mid-level exception en NBA, mais les équipes ne se sont pas bousculées du tout pour le récupérer. Il a signé aux Suns avec la free agency, lors de la free agency, mais c'est pas non plus sur un énorme contrat, donc pour moi, ouais, c'est le plus gros point ma plus grosse évolution de philosophie. Et Tyus Jones, c'est un peu le représentant ultime de ça. C'est-à-dire que,
oui, c'est un joueur très propre au niveau du playmaking, mais déjà, il fait beaucoup de choses simples et finalement, en termes de manipulation de défense, on n'est pas sur un joueur qui est si bon que ça. Et surtout, les joueurs de petite taille défensivement te posent un problème structurel qui est beaucoup trop important et qui du coup est extrêmement pénalisant au niveau de leur classement quand tu le compares à d'autres joueurs. Bah, c'est un peu le problème, c'est que c'est un mec qui est un peu coincé entre deux rôles. Pour le coup. Ouais. C'est-à-dire que, bah ouais, en fait, ça va être la Rolls-Royce des backups meneurs NBA. Et c'est génial, hein, mais sauf qu'il est peut-être pas non plus assez bon pour être un meneur titulaire. En tout cas, comme tu dis, bah ouais, les gros compromis, tu les acceptes, mais parce que de l'autre côté, il y a des grandes forces, quoi. Trae Young, bah ouais, ok, Trae Young est petit, mais sauf que c'est littéralement le moteur de ton attaque. Et sauf qu'on n'a pas ça avec Tyus Jones. On n'a pas du tout cet aspect un peu de, bah, ça vaut le coup de l'avoir sur le terrain, et puis on s'en soucie pas trop parce que l'attaque, c'est lui. Et c'est vrai que son profil, et même tu vois sur les trucs que les gens aiment chez lui, moi je suis content que tu aies un peu rejoint le bateau. Mais moi je l'aime beaucoup aussi. Mais tu vois, les trucs que les gens aiment, c'est ouais, alors le ratio, pardon, assist turnover, exactement. Et oui, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il fait aussi peu de turnover? C'est aussi la conséquence de son style de jeu, de prendre très peu de risques finalement. Donc ok, c'est bien, mais quelle est un peu la conséquence de ça? Il faut aussi évaluer non pas que ce qu'on a, mais ce qu'on n'a pas et ce qu'on aurait pu avoir. Et c'est aussi là-dessus où, oui, c'est très bien quand tu fais la passe un peu simple, que tu fais tourner, ou tu fais la passe juste au shooter à une passe près. Mais sauf que, est-ce qu'il n'y avait pas de plus de valeur à aller chercher le layup qui est sous le panier, mais il faut avoir la taille pour aller le chercher, il faut avoir le niveau de manipulation, il faut, enfin, plein de trucs, quoi. C'est aussi la difficulté parfois du scouting, il faut aussi évaluer, en tout cas, quand tu évalues, il faut aussi évaluer ce qui n'est pas arrivé dans l'action, mais qui aurait pu arriver. Et bref, j'exagère un peu, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il a des chiffres un peu qui n'ont pas de sens, parce que le ratio de playmaking, c'est-à-dire à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons, ben ouais, il a des chiffres parmi les meilleurs de NBA, voire même le meilleur de NBA. Il a 1,69 de ratio, quasiment 1,7. C'est un mec qui fait que des passes, quoi, grosso modo. Et en même temps, il est aussi à 7% de turnover, à peine 7%. C'est, pour vous dire, un mec qui fait beaucoup de passes, déjà s'il est à 10%, 11%, on dit bon, c'est bien, quoi. Et 7%, c'est un truc record, et que d'habitude, on voit des mecs à peine à 7% de turnover qui sont pas des passeurs. Donc tu dis, ok, bon, Trey Murphy, t'es bien gentil, tu fais pas de turnover, mais parce que tu fais pas de passes, donc il y a aucune prise de risque. Donc de l'autre, c'est un peu un truc unique. C'est ouais, il fait beaucoup de passes et en même temps, il y a pas de déchets. Mais aussi parce que il y a ce coup d'opportunité, il y a ce coup de quel est le manque à gagner. Et en un sens, on est dans une stratosphère différente, hein, mais c'est aussi ce que j'ai toujours un peu reproché moi à Chris Paul relatif à d'autres superstars. C'est ouais, hyper propre en efficacité, hyper propre en turnover, mais parce que il n'y avait jamais ce côté, encore une fois, hein, comparé aux autres superstars, de forcer la décision, d'être implacable, de faire des passes encore plus géniales. Il y a toujours ce côté un peu gérer la boutique. Et si tu prends ça, mais un peu à 4 niveaux en dessous, c'est un peu Tyus Jones, ce qu'est Tyus Jones, comparé peut-être à d'autres meneurs titulaires NBA, qui vont faire plus de déchets, qui vont peut-être pas être hyper efficaces forcément non plus. Mais c'est vrai que l'impact sur le jeu, c'est... en fait, il fait tourner la boutique. Mais est-ce que tu as besoin de ça en NBA aujourd'hui? Pas forcément, quoi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que il a pas la menace au scoring, et même si tu regardes en fait le usage, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que cette saison, il était à 19,7 de usage, donc qui est dans le 28e centile au niveau des meneurs. Là, tu parles de Clean the Glass, hein, pardon. Tu parles selon Clean the Glass, donc ça compte les passes décisives. Hein. Ouais, c'est ça, parce que comme j'ai cité tout à l'heure, le basketball référence qui est à peine à 16%, pour pas créer de confusion. Tout à fait, tu as bien raison de le préciser. Mais du coup, pour inclure le passing, parce que forcément, il est principalement sur le passing, il est à 19,7 de usage. Si on regarde un joueur que tu as déjà évoqué dans la syllabe qui est McConley est un 18,6. McConley, il est beaucoup sur l'assist, il est sur un usage peu élevé, beaucoup de catch and shoot à 3 points, mais je trouve que défensivement, on est sur un joueur qui est beaucoup moins contraignant dans le cas de McConley que ce que peut être Tyus Jones. Quand bien même, on est sur deux joueurs qui ont un volume qui est pas très élevé. Et après, t'as parlé du fait que c'était un joueur qui, effectivement, était un haut niveau de playmaking, mais faisait rien de génial. Aussi la petite taille, forcément, plus t'es petit, moins tu peux, entre guillemets, voir le jeu de haut, donc moins tu peux lire potentiellement ce qui peut se passer. Et il y a encore une fois une similarité qui est assez impressionnante avec son frère, Trey Jones, qui joue du côté des Spurs, où c'est les mêmes profils, quand bien même, je me demande si en termes de playmaking, juste en termes de variété de passes, je ne préfère pas Trey Jones à Tyus Jones. Alors c'est peut-être un affront, mais en termes juste de
pas de volume, pas d'efficacité, pas de juste en termes de pure variété de playmaking. Quand bien même il y a beaucoup de situations où, voilà, t'en as beaucoup parlé, mais avec Victor Wembanyama, il y a plein de situations où les coéquipiers de Victor Wembanyama le trouvaient pas dans les situations, dont Trey Jones. Mais en termes juste de variété de playmaking, je me demande si je préfère pas le frère à Tyus Jones. Et voilà, c'est un peu une problématique qu'on avait soulignée quand on avait fait l'épisode de l'hebdo aussi. On avait eu une question un petit peu sur les meneurs de métier. Je trouve que Tyus Jones est dans une situation où peut-être qu'il y a 10 ans, ouais, ça aurait été un meneur, comme tu l'as dit, qui fait tourner la boutique et que ça n'aurait pas été pénalisant, mais le fait qu'il y a un manque d'impact et un manque de dangerosité au scoring, ça rend son playmaking moins dangereux pour les équipes adverses et ça rend le joueur moins dangereux. Et en plus de ça, si tu ajoutes au fait que il va pas trouver des angles de passe géniaux, il va juste être dans des actions simples, c'est encore plus pénalisant. Bon, après, on commence par des nuances, mais mine de rien, cette propreté peut avoir ses avantages, mais c'est vrai que voilà, on peut aussi dire le contexte à Washington n'était pas bon, donc c'est pas que lui. On est d'accord, mais c'est juste que en termes, si on compare à d'autres titulaires NBA, d'autres, voilà, il y a peut-être pas ce standard de création de passing, et comme tu dis, il n'y a pas non plus forcément le scoring en fait, hein, mine de rien, même si en plus c'est sa meilleure saison d'efficacité. Donc ça aussi c'était un truc qui, paradoxalement, mais il n'avait jamais vraiment été trop efficace, ou en tout cas pas hyper efficace. C'était un peu, bon, voilà, tu fais tourner la boutique, tu prends pas de risque, au moins que ce soit un peu efficace, et on n'avait pas trop ça. Là ça va, pour le coup, première fois qu'on est relativement efficace. Pourquoi aussi? Parce qu'on est à 41% à 3 points sur 4 tentatives par match, donc c'est bien. Mais voilà, c'est un package assez particulier. Et tu vois, sur un temps de jeu il joue une demi-heure par match, hein, grosso modo, il fait que 7 drives par match, donc déjà le volume est assez faible, et même en efficacité on est dans le 30e centile, 34e centile, grosso modo, parmi les joueurs à volume équivalent, donc à peine mieux que 30% des joueurs qui font autant de drives que lui, ou plus. Donc voilà, on n'a pas cette menace-là, et je pense que c'est un peu ça qui est à la base de tout, parce que c'est ça qui va créer le décalage, c'est ça qui crée des ouvertures de passes, des possibilités de passes. C'est à quel point tu pèses sur une défense et tu crées des décalages, tu forces la défense à faire des rotations et à monter sur toi ou à se resserrer autour de toi. Je pense que ça part un peu de là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette menace, donc ça crée pas des brèches, donc on n'a pas forcément le même rayonnement au passing que d'autres, quoi. Ça, au-delà du fait que, même sur le passing pur, on est d'accord qu'il n'a pas la créativité que de Trae Young ou de mecs comme ça, mais c'est aussi évident. Et puis, même sur la défense, je pense que c'est un mec qui a déjà fait des plutôt bonnes saisons côté Memphis et tout, mais comme tu disais aussi, il y a peut-être le coup de... il est quand même petit, donc même s'il est plutôt bon sur des postes 1, sur ses bons passages, il peut pas monter en poste, il peut être ciblé, et puis la défense off-ball aussi est pas top non plus. Donc ouais, tu vois, lui, ça faisait clairement partie des gens que j'hésitais à mettre ou pas. On l'a mis, on en discute, et je pense que c'est intéressant aussi d'en discuter, hein, de lui dans le top 100. Mais c'est vrai que éventuellement ça peut être un mec qu'on peut rediscuter, ou d'autres mecs peuvent lui passer devant, qui sont pas actuellement dans la playlist, en tout cas, je pense. Ouais, possiblement. Et après, peut-être rajouter un tout dernier truc sur l'aspect défensif. Pourquoi, entre guillemets, il était meilleur cette année que ce qui pouvait être les autres années potentiellement Memphis, ou en tout cas moins ciblé? Parce qu'il était dans un collectif où il y avait moins d'excellents défenseurs à Washington. Il y avait Jordan Poole. Voilà, il y avait Jordan Poole. Donc forcément, on va dire que quand tu es dans le 5, quand tu es dans le bench unit de Memphis, où tu as beaucoup de bons défenseurs, surtout à les années où Tyus Jones est présent à Memphis, tu vas être le joueur qui va se faire cibler. Là, quand tu as Jordan Poole, Kyle Kuzma, potentiellement, tu vas être un peu plus off-ball et tu vas pas être le point d'attaque principal des attaques adverses. Donc voilà, la manière de Constant de nous dire que au royaume des aveugles, Constant, les borgnes sont rois. C'est un peu ça, bien sûr. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, mais voilà, c'est bon, bref, c'est le cas de Tyus Jones, on a bien développé. Donc niveau classement, on va être vers le bas, alors c'est ça? Pour moi, il est derrière Klay Thompson. Hein. Est-ce que tu vas en profiter pour reclasser la fin du classement ou pas? Bon, après, peut-être avoir d'autres avis, mais pour moi, je pense même, si jamais on reclasse le classement en disant bon allez, DeAndre Hunter, on le met à la dernière position, je suis même pas sûr que je le mets devant DeAndre Hunter. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Tu veux dire que Tyus Jones, par rapport à DeAndre Hunter, tu prendrais pourquoi pas même Tyus Jones en fait? Non, mais je prendrais pourquoi pas DeAndre Hunter en fait. Hunter par rapport à Jones, alors l'inverse, pardon. Ouais, ça. Ok. C'est ça, ouais. Si on reclasse en disant ok, on met DeAndre Hunter, on le passe derrière Aaron Nesmith et derrière Klay Thompson, tu vois, je suis même pas sûr que... Je préfère Tyus Jones à DeAndre Hunter. Pour moi, c'est un joueur qui pose trop de compromis, et surtout qui a ce côté où, en fait, c'est pas un joueur
qui va au cercle parce qu'il est petit, donc beaucoup dans la zone de short mid, beaucoup de flotteurs, mais c'est pas un joueur qui a un énorme volume à 3 points, donc en fait, son efficacité au global est pas si bonne que ça. Donc, c'est quasiment enfin, tu peux même pas le prendre en disant, OK, il va nous amener de la propreté au playmaking et de l'efficacité au tir. Il est à peine dans la moyenne NBA en étant un joueur qui pose énorme problèmes structurellement en défense. Donc, pour moi, je mets derrière Aaron Smith et Klay Thompson. Et si jamais on repasse ces deux joueurs devant DeAndre Hunter, je pense que je le mets quand même derrière DeAndre Hunter. Ok, bah faisons ça alors. J'aurais bien envie de descendre Hunter. Comme on a dit, donc de coller en fait Hunter devant Jones, les deux tout en bas. Ce sera un peu ça l'idée. J'attends de récolter peut-être d'autres avis parce qu'on vient de le classer Hunter, mais effectivement ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Mais ok, en tout cas, Jones, mettons-le là alors. Tyus Jones tout en bas du classement. Ok, faisons ça. Peut-être que voilà, tu vois, quand je disais Ivica Zubac il fait que 26 minutes, mais est-ce que c'est pas mieux qu'un tel qui en fait 29 ou 30? Je pense que ça peut s'appliquer à Tyus Jones pour le coup. Norman à mon sens. Malik Monk. Ouais, effectivement. Bref, donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 21 décembre 2023. Et c'est c'est un joueur, on l'a un peu décrit, il n'y a pas de flash, c'est pas sexy, il n'y a pas de... J'ai pris une random assist, voilà, une random assist de Tyus Jones. Nous sommes le 21 décembre, nous sommes contre Portland. Voilà, je me suis dit en plus, Constant, il est fort, donc je lui fais des quiz durs. Random assist pour un dunk de Gafford, le 21 décembre contre Portland. Du coup, il y a Daniel Gafford. Gafford est sur le terrain, tout à fait, bravo. Après Washington, ils étaient nuls, mais au moins les joueurs étaient présents. Donc, est-ce qu'il y a Kyle Kuzma? Il y a Kuzma, ouais. Kuzma, Gafford, Jones. Jordan Poole? Il n'y a pas Jordan Poole. Alors, il y en a un qui se trouve à Portland actuellement. Non, je veux dire, il y en a un qui se trouve. Il y en a qui se trouve et il y en a l'opposé de ça. Corey Kispert. Exactement, il y a des gens qui se perdent. Corey Kispert. Corey Kispert dans la forêt, tout à fait. Kispert, Enfin, non, mais elle est très bien, c'est juste moi le temps que ça remonte à mon cerveau, j'avoue. Ça a mis du temps. Je suis pas aussi fort en jeu de mots que toi. Et le dernier de Washington, je pense que tu le connais bien. Il a joué défenseur à Chelsea, à Naples. Mike Muscala. Non, c'est pas. Je croyais que tu connaissais bien pour OKC. Non, défenseur central à Chelsea, à Naples, notamment. Français? Ça te dit rien? Ouais, français. Bilal Koulibaly. Exactement, Bilal Koulibaly. Alors, pour Portland, est-ce qu'il y a Dominaton? Exactement, Dominaton, avec 2 fautes provoquées sur la saison. Il est là. Je sais plus, j'avais vu une stat, je crois. Je pourrais plus la citer, mais sur un match. La stat, je la connais, c'est 40. Il a provoqué 40 fautes sur toute la saison. Voilà. Je crois, mais il y en a, je sais plus, il y en avait une. Mais bref, c'était catastrophique. Y a-t-il Anfernee Simons? Oui, tout à fait. Y a-t-il Jeremy Grant? Oui. Et alors après, y a-t-il Scoot Anderson? Oui, tout à fait. Après... Impressionniste. Impressionniste? Un impressionniste. Matisse Thybulle? Exactement, Matisse Thybulle. Là, fort, oui, d'accord. Là, on est sur du haut niveau. Tous les ans, là, tu t'améliores d'année en année là, sur les indices pour la syllabe. Là, c'est incroyable. Bon, après, c'est le grand écart, parce que entre Matisse Thybulle, l'impressionniste, le peintre impressionniste, et Kispert qui se retrouve, bon, bref. Non, c'est pas. Non, c'est justement, les antipodes. T'as un éventail très large. C'est parfait. T'es extrêmement polyvalent. C'est parfait. Quatrième joueur du jour, on peut aller sur Jamal Murray si tu veux bien. Donc Jamal Murray, on va faire le petit topo ensemble. 31 minutes par match pour Jamal Murray, 59 matchs cette saison, 101 de true shooting plus, donc plus 1% d'efficacité relatif à la moyenne, sur un volume de 28%, donc plutôt un bon volume pour le coup. Je crois que c'est même son meilleur en carrière, son plus gros volume d'utilisation en carrière. Et voilà, pour te lancer, on est sur une saison classique de Jamal Murray, si ce n'est que cette fois on n'a pas eu cette fois on a eu le même joueur en playoff qu'en saison régulière en fait. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est Jamal Murray, il fait une saison de Jamal Murray, quoi. C'est-à-dire que son usage c'est le plus élevé, mais si on prend celui de Basketball Reference, il passe de 26 à 24 ou 25. Vraiment, c'est un joueur. Il a fait une saison de Jamal Murray, donc en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire. C'est juste qu'on en avait parlé dans le DH1 2023 où j'étais déjà très réticent.
où il y avait Jamal Murray en disant Jamal Murray était présent dans le DH20 où on se disait la valeur du shotmaking. Bah oui, mais quand la valeur du shotmaking elle est pas là en playoff, on est obligé de juger sur ce qu'on a vu de Jamal Murray cette année, quoi. Quand bien même, si on prend l'efficacité sur la saison régulière, que ce soit sur catch and shoot ou sur pull-up, on en avait parlé, je crois, quand on avait fait les 10 stats de la saison sur OKC, il est très haut classé. Et c'est ça qui est un peu embêtant avec le profil de Jamal Murray, c'est que c'est un joueur qui va tellement peu au cercle et qui provoque tellement peu de lancers que même en étant très haut classé à l'EFG, donc l'EFG c'est le pourcentage au tir, mais avec le 3 points rehaussé pour donner un résultat un peu plus correct, quand bien même il est efficace dans ce domaine-là, il a tellement peu au cercle, il provoque tellement peu de lancers qu'il est à peine dans la moyenne au niveau de l'efficacité globale. Donc pour moi on est vraiment sur un peu le paradoxe Jamal Murray, où c'était déjà le cas dans la saison, sur la saison où il se blesse gravement en sortie de bulle, on pensait voir un step qu'on n'a pas vu. Et là, c'est pareil, en sortie de titre, on s'est dit peut-être que ça va être, entre guillemets, le déclic et peut-être qu'on va avoir un Jamal Murray à ce niveau et à ce taux d'usage en saison régulière. Et en fait, il fait du Jamal Murray classique, donc j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans qu'on se répète, entre guillemets, sur le profil de Jamal Murray, qu'en fait, les seules variables, c'est son niveau en playoff. Ouais, après, on peut dire qu'il était pas, je crois qu'il n'était pas à 100% non plus en playoff. Il y avait des petites blessures ou quoi, mais en tout cas, modulo ça, on est quand même sur un joueur qui, effectivement, cette année, on n'a pas eu le coup de chaud en playoff. Et c'est peut-être la différence. Voilà, ça fait aussi partie de son profil, le shotmaker, enfin, littéralement. Et tu vois, t'as dit un peu le verre à moitié vide, ou en tout cas la formulation dans un sens, je peux le dire dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a affaire cette année à un des pires drivers de NBA sur des joueurs à gros volume. J'avais noté 52e sur 57 parmi les joueurs à plus de 10 drives par match en efficacité en fin de drive, donc layup plus lancer franc provoqué, la productivité générale, 52 sur 57, donc tout en bas du classement. Et tu te dis, et pourtant l'efficacité générale, elle est au niveau moyen de NBA, donc elle est pas cata, elle est au niveau moyen de NBA, mais pourquoi ? Parce qu'il y a shotmaking cette année. Il a vraiment un shotmaking, une réussite au shooting pur qui est cette année très bonne pour le coup, et donc ça compte, puisque nous on évalue un peu la performance 2024, on n'évalue pas forcément le profil intrinsèque, mais au niveau des longs tirs à 2 points, il a 48% sur les longs tirs à 2 points. Pour vous dire un peu l'échelle, grosso modo, 40% déjà on commence à être content. Et quand on approche les 50, c'est la zone un peu Kevin Durant aux Warriors, ou des trucs comme ça. J'exagère un peu, mais 50% c'est énormissime sur les longs tirs à 2 points. Et puis 43% aussi sur les 3 points. Donc, tu vois, je reformule dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été bon du tout sur drive, mais chez qui le shotmaking, même s'il est irrégulier, il peut être irrégulier, il l'a été, mine de rien, l'a un peu rattrapé au global sur la saison, parce que il a mis les tirs, il a mis les jump shots. Donc ça ne dit pas grand chose de plus, si ce n'est ça, ce côté, cette année les tirs sont rentrés, parce qu'en fait on est toujours sur le même régime de tir, comme tu l'as dit, on a toujours à peu près le même joueur, c'est-à-dire on a eu les playoffs 2020 et 2023 où il était hyper en feu, et ce côté mettre des tirs difficiles, c'est cool, et surtout en playoff, on l'a bien vu. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, comme dit Bill Simmons, au bout d'un moment, tu es qui tu es, quoi. Et je pense que là, il a 27 ans. Je pense que grosso modo, on a ça en fait. On a un mec qui sera pas caté en efficacité, sera juste au niveau moyen de NBA, sans jamais trop de surplus, parce qu'il n'y a pas cet impact sur drive non plus, pas forcément. Et après, il y a d'autres trucs aussi, c'est que malgré tout, il fait quand même partie de l'identité de cette équipe de Denver, le fameux jeu à 2. Tu vois, je pense qu'on peut pas faire un plug and play facile avec d'autres joueurs et attendre le même résultat aussi facilement. Il y a tout un jeu, toute une alchimie, et voilà, ça combine quand même très bien, et tout ça est un peu à la base de l'attaque de Denver, clairement. Donc ce jeu off-ball, cette capacité à être polyvalent, que n'ont pas tous les porteurs de balles. Donc il y a tout ça, mais ce qu'on a vu aussi, notamment en playoff, c'est que les limites un peu de création pure sont un peu plus ressorties quand il n'y a pas Jokic sur le terrain et qu'il doit un peu mener la seconde unité. Là, on voit que effectivement, on n'a pas affaire forcément à un chapeau en termes de création, on est plutôt chapeau 2 ou 3, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Ce qui est intéressant avec les playoffs de Jamal Murray, c'est que Denver, et t'en avais très bien parlé quand t'avais fait les débriefs de la série face aux Wolves, Denver, et même face aux Lakers, Denver s'est beaucoup reposé sur le jeu à 2 entre Jamal Murray et Nikola Jokic, qui était, on regarde en saison régulière, le two-man game entre Jokic et Jamal Murray, c'était vraiment l'une des actions les plus rémunératrices de toutes les actions de toutes les équipes NBA. Et là,
Minnesota parvenait à freiner un petit peu ce jeu à deux, aussi parce que Jamal Murray, comme on l'a dit, en termes de shot-making, il a été bon sans être excellent. J'ai retrouvé la stat que je citais tout à l'heure, mais si on prend donc l'EFG sur les joueurs, les 68 joueurs qui ont tenté le plus de pull-ups cette saison, il est 9e, derrière CJ McCollum, derrière Mike Conley, derrière Jalen Williams, donc il est très haut classé, et malgré ça, il est à peine dans l'efficacité à peine dans la moyenne NBA au niveau de l'efficacité, alors qu'il joue aussi avec le meilleur créateur, le meilleur playmaker de toute la ligue, qui est Nikola Jokic. Donc oui, c'est un profil peut-être plus plug and play que d'autres profils, ce qui peut faire sa valeur, mais c'est un joueur qui, comme il est plus plug and play, on va dire que sur de la création pure, sur de la création individuelle, comme tu l'as dit, il est pas chapeau 1. Et ce qui est intéressant à noter sur ces playoffs, où il est globalement pas mal passé à travers, c'est que sa perte d'efficacité sur les playoffs par rapport à la saison régulière, c'est pas tant sur l'efficacité du pull-up, parce que si on prend l'efficacité sur pull-up, l'EFG en playoff, il est à 45.4. Par contre, sur catch and shoot, il est à 39.3. Il est à 26,8% d'efficacité sur les catch and shoot à 3 points en playoff. Alors, effectivement, échantillon beaucoup plus réduit, donc forcément, pas forcément, je me répète, mais du coup, moins représentatif, on va dire, de son niveau réel. Sauf que voilà, c'est malheureusement une des raisons, entre guillemets, du fait que Denver est passé d'une équipe qui était championne à une équipe qui se retrouve éliminée en demi-finale de conférence, même si voilà, il y a le facteur fatigue, il y a le facteur blessure, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais la baisse de niveau de Jamal Murray d'une campagne de playoff à l'autre a fortement influencé, on va dire, le résultat final de Denver. Bon, après, plein d'autres meneurs auraient aussi galéré face à une seconde unité défensive des Wolves, où ils faisaient exprès justement de sortir pour la seconde unité McDaniels, Edwards et des mecs comme ça, de les garder sur le terrain pour que les minutes coïncident avec ça, quoi. Parce que si t'arrivais à couper la tête de la seconde unité, donc Jamal Murray, c'était fait, quoi. Donc d'autres auraient galéré aussi, hein, on est d'accord. Bien sûr. Mais voilà, c'est aussi juste pour dire que on n'est peut-être pas sur un chapeau 1 de porteur de balle, quoi. Et voilà, c'est le profil assez atypique de Murray, où d'un côté on peut insister sur l'aspect de en création pure il est moins bon, et de l'autre côté il faut aussi rappeler que il y a ce shot making, mais il y a aussi ce côté polyvalent que n'ont pas tous les porteurs de balle. Et voilà, je pense pas que ce soit, il y a un peu le truc de ouais, mais tu joues à côté de Jokic, c'est plus facile, mais pour un porteur de balle, tu vois, c'est pas n'importe qui pourrait aussi bien combiner de suite avec un Jokic. Je pense que t'as des mecs un peu plus au profil plus rigide, qu'on pas, même en termes d'expérience, d'alchimie avec lui, mais ok, mais même sur cet aspect de savoir jouer sans ballon, accepter de jouer sans ballon, etc. Tout le monde ne pourrait pas le faire. Donc voilà, c'est un peu le portrait de Jamal Murray. Et là, on n'a même pas encore parlé de la défense, mais qui, je pense qu'on est un peu sur la lancée de l'an dernier. C'est-à-dire, on est quand même sur un Jamal Murray qui, même pas que l'an dernier, en carrière, c'est quand même pas mal amélioré en défense on-ball notamment. Il est assez solide. On s'attend pas à ce qu'il ait forcément un impact qui transcende un peu sa position pour faire la protection de panier ou autre, hein. Ce n'est pas Kyle Lowry, mais il est quand même assez solide en défense on-ball relativement, je trouve quand même. Ouais, Kyle Lowry qui sera bien évidemment deuxième de la syllabe. C'est un épisode que tu feras tout seul, juste pour classer Kyle Lowry derrière Jokic. Non, tu dis ça, mais tu sais qu'il avait été booté en dehors du top 100 l'an dernier, au final. Donc il n'y avait pas été, malgré mes faveurs et mon amour pour lui. Malgré le plaidoyer en faveur de Kyle Lowry. Ouais. Non, mais défensivement, je suis d'accord. Après, ce sera intéressant aussi de voir que, potentiellement, sans trop se projeter, mais sur la saison prochaine, avec le départ justement de KCP, voir qui sera associé à côté de lui et de voir si potentiellement il pourra avoir plus de responsabilités entre guillemets défensives que ce qu'il a eu sur toutes ces années, hein, globalement, depuis l'arrivée de KCP, donc ça fait 2 saisons et demie. Donc voilà, c'est intéressant. Après, c'est un défenseur, tu vois, c'est pas du tout un défenseur pénalisant comme peut l'être un Tyus Jones. C'est un défenseur honnête à son poste. Après, comme tu l'as dit, au niveau du rendement offensif, pour moi, il est un peu dans cet entre-deux un peu paradoxal de je suis meilleur qu'un joueur plug and play, mais en termes de création pure, je suis pas chapeau 1, je suis chapeau 2. Donc, ça fait un entre-deux un peu bizarre qui le rend difficile à classer. C'est-à-dire que tu as des soirs où ce chapeau 2 de création individuelle va passer chapeau 1 et ça donne les playoffs 2023 et ça donne la bulle. Là où on est sur un joueur, un attaquant d'élite, en tout cas un attaquant à très bon niveau. Et sur les soirs où c'est moins bon, ça ne devient qu'un joueur plug and play. Et du coup, ça peut impacter négativement ce que peut faire Denver. Et donc, classement, où est-ce qu'on le projette alors ? Moi, je le mettrais au-dessus de Desmond Bane. Entre DeMar DeRozan et Desmond Bane, du coup. Ouais, donc on est collés, hein. On a Jamal Murray et Bane qui sont collés finalement.
Ouais. Quel sens t'avais, toi? T'avais plutôt Bane à la base devant Murray? Bah, je garde Murray devant. Mais je t'avoue que là, en discutant, encore une fois, je suis peut-être un petit peu biaisé parce que j'aime beaucoup Desmond Bane et j'aime beaucoup moins Jamal Murray, mais tu vois, en discuter, je trouve que la création qu'a pu avoir Desmond Bane cette saison, non, parce que non, je garde Jamal Murray devant parce qu'il y a le shot making. Non, mais je te dis ça parce que au final, tu vois, ça me va s'ils sont collés. Parce que si on hésite depuis chacun, tous les deux depuis le début sur l'un ou l'autre, c'est bien qu'ils finissent collés dans le classement, quoi. Ouais. On est Je suis on est d'accord. bonne zone. Ouais, par rapport à DeRozan, je sais pas. Non, quand même, non. Là encore, quand même, DeRozan. Je garde DeRozan devant. Bah, tu vois, bel exemple. DeRozan, je pense que DeRozan est quand même meilleur en création pure que Jamal Murray cette saison. Mais DeRozan, tu le mets à côté de Jokic, je suis pas sûr qu'il ait les mêmes résultats de suite. Hein, et je suis pas sûr que tu aies la même synergie sur le jeu à deux. Et donc, vu que ce jeu à deux est à la base de l'attaque, voilà, il y a aussi cette valeur, mais c'est vrai qu'on peut garder DeRozan devant et sa meilleure création. Ok, bah mettons, faisons ça, un tir groupé alors à ce niveau-là. Ça me va très bien. Et donc on finit avec un petit quiz. Là encore, j'ai bon. C'est pas qu'il n'y a pas d'action marquante, mais c'est que elles étaient pas fun, tu vois. Si je te faisais le buzzer beater contre Anthony Davis, bon, il y a que les titulaires sur le terrain, on les connaît, quoi. C'est LeBron James, Anthony Davis, Hachimura, bref. Donc j'ai pris un random layup contre Charlotte. Voilà, nous sommes le 24 janvier. 24 janvier 2024, random layup contre les Hornets. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce layup totalement oubliable? Bah, il y a Nikola Jokic. Oui, tout à fait. Michael Porter Jr. Non, ce n'est pas lui. Bah, du coup, on va faire les titulaires. Aaron Gordon. Ouais. KCP. Oui. Christian Brown. Exactement, tout à fait. Donc, tu as les 5 à Denver. Alors, du côté de Charlotte. Et là, on s'amuse. Du côté de Charlotte, il y a Brandon Miller. Miller est sur le terrain, oui, tout à fait. Il n'y a pas Mark Williams. Il n'y a pas Mark Williams, il y a Nick Richards. Tout à fait, le Jamaïcain Nick Richards est sur le terrain. Que moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi j'aime bien. On est en janvier, donc il doit y avoir encore PJ Washington. Non? Exactement, on est en janvier, le 24 janvier, et il y a PJ Washington en effet. Tout à fait, il y a aussi quelqu'un qui était de Nevada, je crois. Un jumeau, facile. Cody Martin. Cody Martin, tout à fait, et pas Caleb, mais Cody. Et puis le dernier est un joueur drafté en 2023, je crois. Donc c'était un rookie à l'époque. C'était un rookie 2023. Nick Smith Jr., celui qui vient d'Arkansas. Nick Smith Jr., tout à fait, ouais, 27e choix de la draft 2023, ouais. Donc voilà. Bon, tu vois, t'es quand même bien arrivé, même t'es tellement fort en quiz que même si je te fais des actions random, t'arrives à trouver qui est sur le terrain. Donc, c'est Charlotte, la date aide bien, hein, parce que si tu m'as juste dit face à Charlotte, je t'aurais dit la Melo Ball, Mark Williams, j'aurais pris un peu le Gordon Hayward. Et donc, on peut finir avec notre 5e et dernier joueur du jour, c'est Tyrese Haliburton. 32 minutes par match pour Haliburton, 69 matchs, ça aussi on va en parler je pense, 69 matchs, 104 de true shooting plus, donc à peine plus 4% d'efficacité relatif à la moyenne, c'est très bien mais peut-être un peu bas par rapport à ses standards, on va en parler, sur un usage de basketball référence, donc usage de scoring à peine de 25%, mais si on prend celui du passing, il est évidemment plus haut, on va flirter avec les 30% je crois, d'usage de passing, enfin passing plus scoring, mais bref, pour se lancer, on est vraiment sur une saison qui a été marquée par les blessures, mais qui en début de saison était marquée aussi par un très très haut niveau. De toute façon, c'est j'en ai parlé dans le DH20 sur le cas Haliburton. Je sais qu'à Dunk Hebdo, le cas Haliburton fait très gros débat. Pour moi, sur la première partie de saison, donc on va dire jusqu'au passage à l'an 2024, donc ça fait quand même 2 mois et demi de saison régulière, on est sur un des 10 meilleurs joueurs NBA d'assez loin. Et d'assez loin, on est sur peut-être derrière Nikola Jokic et derrière Luka Doncic, on est sur le meilleur moteur offensif de toute la NBA. Et c'est quand même assez intéressant. Parce que, en soi, au niveau du scoring, moi, c'est les quelques réserves que je vais avoir. C'est au niveau du scoring. Je pense qu'en volume de scoring, c'est ce qui lui fait encore défaut. Par contre, en termes de playmaking,
en termes de créativité et en termes de propreté. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du turnover percentage pour dire, un joueur qui fait beaucoup de passes, s'il est à 10%, allez, ça, de turnover percentage, c'est déjà très bien. Tyrese Haliburton, on est sur un des joueurs qui a le plus gros volume de passes, et il est à 10.3 de turnover percentage, et ce pourcentage de perte de balles a tendance à baisser au fur et à mesure que les années augmentent, enfin que les années avancent. Donc il perd de moins en moins de ballons tout en gardant un haut level de playmaking. Je pense honnêtement qu'on est sur le... Allez, non, il y a Nikola Jokic. On est sur le deuxième meilleur créateur pour les autres de toute la NBA, du côté de Tyrese Haliburton. Et ne va pas en Slovénie d'ici les 2 prochaines semaines. C'est vrai qu'il y a Luka Doncic. Non, tu as raison en plus. Mais non, ça peut se débattre. Non, bon, allez. Il y a un top 3 avec Nikola Jokic, Luka Doncic et Tyrese Haliburton. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Mais voilà, on est en tout cas sur l'élite de l'élite en termes de création pour les autres. Après, moi, le point qui m'embête un petit peu, et que j'ai évoqué dans le DH20, au-delà de l'aspect blessure qui a vraiment coupé sa saison en deux, je trouve qu'il y a une évolution dans le jeu de Tyrese Haliburton, dans le jeu offensif, à partir du moment où Buddy Hield se fait trader. Je trouve que la géométrie du parquet était plus du tout la même pour lui. Et je trouve qu'avec l'arrivée de Pascal Siakam, on est arrivé sur un petit peu de post-up. Je l'ai trouvé un peu plus en difficulté, une un peu moins bonne intégration avec Siakam que ce qu'il pouvait avoir avec Buddy Hield, où c'était un scoreur, il sortait d'un écran, il prenait un catch and shoot à 9 mètres. Enfin voilà, je trouve que au niveau de son playmaking, c'était toujours très bon. Mais voilà, je trouve que le trade de Buddy Hield a un peu redéfini les zones du parquet pour lui. Et c'est un point qui m'embête un petit peu. Au-delà de la perte d'efficacité qu'il a pu avoir cette année comparé à ce qu'il avait l'année précédente, mais là aussi, je pense qu'on va en parler quand on va évoquer le facteur blessure et le fait que il fallait 65 matchs pour être éligible au All-NBA, et du coup Tyrese Haliburton, voulant être éligible au All-NBA, a joué blessé. Alors il y en a qui vont considérer que ça n'est pas une excuse, hein. S'il était blessé, fallait pas jouer. Mais il y a des matchs où il joue 20 minutes tout pile pour dire bon ok, j'ai joué, mais c'était vraiment l'ombre de lui-même, et du coup ça vient pénaliser son efficacité au global sur la saison. Après, il y a tellement de choses à dire sur cette saison des Pacers et d'Haliburton, parce qu'il y a ce côté blessure, comme tu dis, en plus l'aspect de première année avec le nouvel accord, le nouveau CBA, on a cette limite des matchs, donc on est obligé d'y aller. Mais alors pourquoi aussi ? On n'a pas expliqué, mais parce que en fait, s'il fait partie d'une All-NBA ou qu'il y a un nombre de matchs, il y a des primes en plus, hein. Et les primes, on parle de un contrat qui peut augmenter de 30, 40, 50 millions, je crois, en termes de... C'est 5% d'augmentation annuelle par rapport à ce qu'il avait à avoir. Ouais. Et 5%, c'est quand vous êtes payé 40 millions l'année. Bon, vous faites le calcul chez vous si vous voulez. Non, voilà, il y a quand même des très grosses sommes à la clé, donc ça a sans doute un peu poussé à ça. Mais c'est marrant parce qu'entre avant et après cette blessure, on a le début de saison qui est formidable, avec en plus la finale de la Coupe de la Ligue. Là. Ils vont en finale de la Coupe de la Ligue contre les Lakers. Et après, on a aussi les finales de conférence. Alors, même là, on peut quand même mettre la nuance de il y a quand même les blessures. Ils ont affronté deux adversaires qui sont blessés, hein, les Bucks et les Knicks. C'était pas les vraies équipes qu'on a vues. Bon, ok, il y a ça aussi, mais je veux dire, voilà, c'est une saison où ça part un peu dans tous les sens en termes de qu'est-ce qu'il y a à raconter, en termes de match, même en termes de lui par son prisme individuel. Voilà, tu dis aussi, comme tu as dit, on comprend pourquoi il a fait, mais de facto, quand on évalue la performance, quelles que soient les raisons, on évalue ce qui s'est passé. Oui. Et c'est vrai qu'on a aussi peut-être ce petit malus, hein, on verra comment est-ce qu'on le pénalise, peut-être légèrement par rapport à certains ou d'autres, mais il y a peut-être ce truc il a été un peu moins bon, et c'est marrant parce qu'on est un mec qui est à plus 4% d'efficacité par rapport à la moyenne, et c'est son pire score en carrière, je crois, ou un de ses pires, alors que ça a toujours été un mec hyper... sauf depuis la saison rookie, évidemment. Sa saison rookie, il était un peu moins bon, mais encore, même là, il était bon, comparé aux autres rookies. Mais c'est, 36% à 3 points, alors qu'on sait qu'en carrière, on est plutôt un mec qui est à 41, en dehors de cette saison, sur des gros volumes. Donc, il y a ça aussi. On parle beaucoup de la blessure qui peut ralentir sur le drive et autres, mais par rapport au rythme de jump shot aussi, parfois on sous-estime un peu ça. Mais au niveau des drives, d'ailleurs, tu vois, malgré ça, il est quand même 6e meilleur driver de NBA cette année. Parmi les drivers à gros volume, 6e meilleure efficacité de toute la NBA. Pourquoi ? Alors qu'en plus, il le fait sans aller chercher de lancer franc. C'est parce que le rythme, c'est parce que le toucher de balle, le flotteur, etc., la vivacité. Donc, il y a ça. Il y a quand même tellement de choses à aimer. Et je pense qu'en un sens, pour moi, on retombe un peu sur le débat Gobert. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc de est-ce qu'on évalue l'impact ou est-ce qu'on évalue le niveau de skills ?
Tu vois, non mais Gobert, comment vous pouvez mettre Gobert devant, je sais pas, je dis n'importe quoi, devant un créateur, devant Irving par exemple, je crois qu'on a fait ça dans le classement actuellement. Bah oui, mais alors qu'il sait faire plus de choses, Irving. D'accord, mais ça c'est dans le prisme des skills. Par contre, quel est le résultat final sur l'équipe? Si Gobert, tu vois, si Irving il te fait améliorer ton attaque de 4 points par 100 possessions et que en fait Gobert il te fait aussi améliorer ta défense de 8 points par 100 possessions, ben voilà, le but du basket c'est de créer ce différentiel. Donc pourquoi je dis ça, c'est que pour moi, c'est pas un malus, forcément en tout cas, ce manque de scoring pour Haliburton. Si derrière, en tout cas, c'est pas impossible qu'on ait un mec qui ait moins de volume au scoring, mais qui puisse avoir un impact plus grand que quelqu'un qui score plus, mais qui a moins de playmaking. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a peut-être moi, j'aimerais bien qu'il force un peu plus sur le volume au scoring, mais pour moi, c'est pas impossible, comme tu dis, d'être un top 10 sans avoir ce volume de 30 points par match. Mais parce qu'en fait, il faut aussi mesurer non pas son propre impact, ses points par match, mais à quel point il fait vivre l'équipe. Et donc aussi à quel point, c'est pas au-delà du passing même, mais à quel point c'est pas le moteur de l'attaque d'une. Je crois que c'est la meilleure attaque de NBA, non? Pas loin. C'était Boston, la meilleure attaque. Donc la deuxième, ouais. Donc... ouais, deuxième. Mais tu vois, c'est sur ce point-là où je serais peut-être où je te rejoins pas complètement, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que tu peux quantifier être le moteur d'une attaque, hein. C'est pour ça que voilà, Steve Nash n'était pas un énorme scoreur, mais par contre c'était le moteur de l'attaque des Suns à l'époque. Mais je sais pas, tu vois, sur les playoffs, je sais que ça a pas mal marqué certaines personnes. Pour moi, on n'est pas forcément dans être le moteur de l'attaque, on est plus dans une certaine passivité. Moi, c'est un truc qui m'a un petit peu embêté, qu'on n'avait pas trop vu en saison régulière. Et justement, ce qui était intéressant sur le début de la saison régulière, avant sa blessure, c'est qu'il avait augmenté son volume au scoring. C'est-à-dire qu'on était sur un joueur qui était alors très efficace en plus, hein, parce que Tyrese Haliburton, en termes d'efficacité sur pull-up à 3 points, on est quasiment à 40% chaque année. Sauf là, du coup, ça a baissé, mais en début de saison, on était toujours à 40%. Et c'était un joueur, voilà, qui était à 13 assists et 25 points par match. Donc, il y avait cette augmentation de volume en termes de scoring, tout en gardant un très très haut volume en termes de playmaking, sans avoir un temps de jeu qui était délirant non plus, hein. On était sur 34 minutes par match, donc c'est dans la tranche basse, on va dire, de temps de jeu des superstars. Par contre, en playoff, ouais, je trouve que il y a trop eu de situations de passivité. Pour moi, les playoffs de Tyrese Haliburton sont pas forcément positifs, malgré la finalité pour Indiana qui est une finale de conférence. Je trouve qu'il y a beaucoup de matchs où il s'est un peu effacé. Tu vois, par exemple, je vais prendre la série face aux Knicks. Il y a des matchs où Tyrese Haliburton, fin de première mi-temps, il est à 22 points. Tu te dis, super, on a Tyrese Haliburton qui est hyper agressif, qui tente beaucoup de choses au scoring, qui est un petit peu créateur, et dans une attaque d'Indiana qui n'a pas toujours été facile et qui a beaucoup reposé sur la capacité de dominer de Pascal Siakam sur du post-up, c'est intéressant. Par contre, tu regardes, deuxième mi-temps, il va tenter 5 tirs, il va tenter 4 tirs. Donc je trouve que il était un peu sur courant alternatif et que pour moi, il devait faire attention justement sur cette optique de playoffs, ce qu'il n'avait pas trop fait en saison régulière, de pas tomber dans un peu de passivité. Et je trouve qu'il y a eu quelques situations en playoffs où il était plus passif que vraiment le moteur de l'attaque et un petit peu distributeur. Mais c'est aussi mon point. Je voulais juste parler de la théorie de... Pour moi, c'est pas une limite de pas être... Tu vois, pour moi, le haut du classement, c'est pas forcément des mecs à 35 points par match, grosso modo. Ouais. Et tu vois, Chris Paul a flirté avec le top 5 NBA pendant assez longtemps, alors qu'il avait un volume de scoring qui était moins grand que d'autres. Mais parce qu'il y a cet impact en plus du playmaking, de faire tourner l'attaque. Donc, moi, c'est la théorie générale, on va dire. Après, sur le cas précis donc de Haliburton cette année, je sais pas à quel point c'est lui. Alors, c'est beaucoup lui, hein, mais à quel point il n'y a pas aussi une question de système, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas affaire à une attaque de demi-terrain qui serait totalement héliocentrique autour de lui, et c'est un peu lui qui décide de tout. Je pense que la force aussi de ces Pacers, c'était un système plus global, notamment le jeu de transition, qui certes, lui, il l'aide à le faire vivre, mais il y a aussi le personnel autour. Le jeu, le rythme, plus généralement qui est mis même sur demi-terrain, je veux dire, il y a plein de très bons systèmes, etc. Très bons systèmes, je veux dire, des systèmes assez simples, hein. C'est juste de l'optimisation de, je sais pas, Siakam qui remonte la balle sur le côté, sur l'aile, qui fait une pistol action, donc juste un écran et qui, hop, il enchaîne sur un drive. Voilà, des trucs assez simples, mais avec du rythme, du mouvement, et c'est ça le secret. Et donc, en un sens, j'ai envie de me dire à quel point c'est lui, ou à quel point c'est pas aussi un peu le système et tout ce qui est un peu autour. Et donc, tu vois, de ce point de vue-là, je trouve que lui est peut-être un peu moins le truc qui transcende un peu tout.
comme je sais pas, tu prends James Harden à l'époque ou voilà Luka Doncic cette année, le système c'est lui complètement. Je trouve qu'avec Haliburton on a un très bon moteur d'attaque, mais c'est pas que lui. Et bon, les chiffres sont un peu à nuancer, et, tu vois, mais les on-off, les fameux on-off, bah c'est pas parole d'évangile, mais donc avec ou sans lui les on-off, bah, il a quand même des scores positifs, mais on voit quand même qu'avec McConnell, bah, ça fonctionne très bien. Et bon, McConnell est un top backup, on est d'accord, mais c'est juste aussi qu'on voit que bah, quand il est pas là, ça fonctionne pas aussi bien, d'accord. Mais ça tourne pas mal, quoi. Ça tourne pas mal parce que la force, c'est aussi le système. Donc, de ce point de vue-là aussi, j'ai un peu ce truc où je serais peut-être un peu plus bas que peut-être la moyenne ou que certains qui disent que tout est Haliburton dans ce système. Je pense que non. Je pense que la force, c'est justement le collectif et comment est-ce qu'il est mis en place, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui magnifie une attaque qui est déjà très bonne. Là où tu as des joueurs, par exemple, je sais pas si on parle de... Tiens, parlons de Anthony Edwards, dont t'as pas encore parlé dans la syllabe, mais c'est un joueur qui, bah, en efficacité est pas top, mais aussi parce que tu as énormément de profils offensifs. C'est-à-dire que c'est le moteur offensif d'une équipe très défensive. Là où Tyrese Haliburton, c'est le moteur offensif d'une équipe très offensive. Donc, ça peut effectivement le rendre, entre guillemets, un peu moins valuable parce que, comme tu l'as dit, t'as des profils qui sont capables de suppléer le rôle de Tyrese Haliburton. T'as Andrew Nembhard sur la campagne de playoff, t'as Pascal Siakam sur la campagne de playoff, t'as TJ McConnell lorsque Haliburton est blessé, là où du côté de Minnesota, eh ben en fait, t'as pas ce profil-là qui est réellement capable de prendre la charge que pouvait prendre Anthony Edwards parce que t'as des profils très défensifs autour de lui. Donc ouais, je suis d'accord, je pense que c'est un joueur qui magnifie le système offensif d'Indiana, qui magnifie les systèmes offensifs de Rick Carlisle, qui est un joueur qui à la star de ce que pouvait être Ja Morant, par exemple, aussi, est un joueur qui crée de la transition. Et ça, c'est extrêmement valuable parce que l'une des actions les plus rémunératrices au basket, enfin, l'un des types d'actions les plus rémunérateurs au basket, c'est le jeu de transition. Et justement, le playmaking et un petit peu les passes cross-courtes de Tyrese Haliburton. Je prends le rebond et je fais instantanément la passe au joueur qui part déjà en transition. Ça, c'est extrêmement valuable et ça aide. Ça a beaucoup aidé Indiana à faire une équipe qui joue beaucoup de transition et une équipe qui joue un attaque, un jeu offensif très valuable. Par contre, je suis d'accord que le système le système offensif, l'identité offensive des Pacers ne n'est pas uniquement que des qualités de Tyrese Haliburton. C'est ça, ouais. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée et c'est là-dessus que voilà, c'est un peu le cas est compliqué au-delà de ça parce que c'est pas aussi simple que voilà, Luka Doncic, c'est lui. Avec, sans lui, on voit la différence énorme. Et je pense que c'est peut-être un peu plus un tout. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que, tu vois, j'ai parlé un peu des on-off, mais on a vu que l'impact en playoff, par contre, était différent. Et que bah, le niveau de performance de l'équipe sans Haliburton, comparé à avec, on n'était pas du tout pareil. Et en effet, en playoff, le niveau monte, les défenses se resserrent, etc., etc. Bah ouais, l'équipe était quand même bien meilleure avec Haliburton que sans, en fait. Contrairement à la saison régulière où le différentiel était peut-être un peu plus petit. Donc voilà, on a aussi cet effet-là où, bah ouais, là tu le vois l'écart entre Haliburton, la star, et McConnell qui fait gérer la boutique, hein, grosso modo. Mais il n'y a pas la création, il n'y a pas le volume, voilà, plein de choses. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de Haliburton. Ça, c'est bien parce que ça change un peu de l'an dernier où on a fait que du ultra positif. Je crois on avait fait avec Benjamin Moubèche. Mais là, c'est vrai que il y a plein de choses à dire. Mais peut-être un dernier truc sur le registre offensif d'Haliburton, justement en playoff, là où je trouvais qu'il est tombé un petit peu dans la caricature. C'est-à-dire que bon, c'est un joueur qui va assez peu au cercle en termes de tirs tentés. Il était à 22% de tirs tentés près du cercle cette saison, en saison régulière. En playoff, c'est tombé à 16%. On était surtout sur un joueur qui tentait 60% de ses tirs qui étaient des tirs à 3 points, pas dans les corners, donc vraiment above the break. 6 tirs sur 10, c'était un tir à 3 points above the break en playoff de Tyrese Haliburton. On est sur un échantillon qui forcément est plus bas que la saison régulière. On est quand même sur plus de 500 minutes. Donc ouais, moi c'est un truc où je l'ai trouvé un peu caricatural et là aussi beaucoup de passivité. Alors c'est peut-être lié à de la blessure, mais l'impossibilité à accéder aux zones auxquelles il pouvait accéder en saison régulière est un petit peu tombé dans du tir par défaut, à savoir bon bah je vais tenter mon side step ou mon step back à 3 points. Je trouve que sur ce point-là, au niveau du playmaking, il y a eu une baisse, mais c'était encore très bon. Au niveau du scoring et surtout au niveau de dans quelle zone je vais tenter mes tirs, eh ben, je l'ai trouvé un petit peu caricatural comparé à ce qu'il a pu être, encore une fois, sur la première partie de saison avant sa blessure. Donc voilà pour Haliburton. Et donc, si on va vers le classement, où est-ce qu'on l'imagine ? Déjà,
Au-dessus de Sabonis, on est d'accord. Oui. Mais alors, jusqu'où on va monter? Toi, du coup, t'es pas très... Je pense que tu seras peut-être un peu plus bas que moi. Moi, je le mettrais devant Booker. Non, non, tu sais quoi, je vais respecter ce que j'ai dit dans mon DH20. Je le mets entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Ouais, j'étais par là aussi. J'étais par là. Je me posais la question de à quel point on peut pas le faire monter. Parce que, voilà, comme dit, on a dit plein de nuances, mais c'est des nuances hein, par rapport à un niveau de jeu qui est extrêmement bon. Donc on a l'impression qu'on dit beaucoup de négatifs, mais en fait, c'est des micro-nuances par rapport à un truc qui part de très haut. Voilà, on est d'accord. Bien sûr. Par rapport à Mitchell, je me posais la question un peu, est-ce que ça peut pas y avoir un petit duel Mitchell-Booker? Tu vois, il y a un peu cet aspect comme j'expliquais, Booker-Mitchell, ça va être un peu plus de scoring et de volume, mais à quel point le côté playmaking, le côté plus général de Haliburton, ça peut pas. Je sais pas, on va dire qu'une grande saison d'Haliburton, pour moi, peut titiller un Booker. Peut-être que si on applique le malus de la saison est pas top, l'efficacité elle est bien moins que d'habitude, il y a des matchs où il était pas trop là, ou je sais pas, on peut le laisser derrière Mitchell du coup. Bah en fait, ce que tu vois, tu parlais justement, je pouvais aussi l'appliquer, mon exemple d'Anthony Edwards, je pouvais aussi l'appliquer à Donovan Mitchell, c'est-à-dire que le personnel autour de Donovan Mitchell est beaucoup plus défensif que celui de Tyrese Haliburton, et du coup le rendement offensif de Donovan Mitchell est beaucoup plus crucial, on va dire, dans le jeu offensif des Cavs que le rendement offensif de Tyrese Haliburton. Il y a difficilement un joueur du côté des Cavs qui peut suppléer le scoring de Donovan Mitchell, là où les Pacers, il y a des joueurs qui peuvent suppléer Tyrese Haliburton. Après, au niveau du classement, franchement, si Tyrese Haliburton, les 2 mois qu'il nous fait avant sa blessure, si on l'applique sur toute une saison, pour moi, il est même devant Devin Booker. Il est derrière Tatum, derrière Kawhi Leonard, mais il est devant Devin Booker. Je pense aussi, ouais. Là, effectivement, il y a le côté blessure où on est obligé de juger sur pièce. Hein. Il a joué, donc on est obligé de juger. Ce qui fait que, de facto, il a été un petit peu pénalisé. Plus, comme je l'ai dit, le côté un petit peu caricatural qu'il a pu en voir en playoff sur la sélection de tir et sur une certaine passivité. Ça fait que, pour cette année, moi, je le garde derrière Donovan Mitchell et au-dessus de Rudy Gobert. Ça me va. Ok, donc mettons-le entre les deux. En plus, il va servir de séparation entre Mitchell et Gobert, comme ça, il n'y aura pas de dispute. La thérapie de couple, ça marche bien. Le peacemaker, quoique il est pas gros, donc s'il faut arrêter Gobert et Mitchell... T'inquiète. Mais c'est pas en plus Tyrese Haliburton qui a un petit côté, le fake trash talking, trash talking, un peu le trash talking à la Kevin Garnett. C'est je parle, mais que quand il y a Rajon Rondo devant moi pour me protéger du joueur adverse. Quoi. Il y a un petit côté que j'aime pas trop, moi, le fake trash talk. Les fake no look aussi de Tyrese Haliburton, les fake no look pass. Donc je fais semblant de dire j'ai pas vu, mais je me retourne 4 secondes après la passe. Voilà, c'est les points où je me dis on va peut-être éviter sur ça. Mais c'est pour pinailler. Bref, pour finir, avant de conclure l'émission, petit quiz évidemment. Petit quiz, et comme si vous le savez pas, Constant est un excellent joueur de quiz, donc là encore, nous sommes le 6 novembre 2023, un quiz est apporté. C'est pas une action marquante, c'est une random assist contre les Spurs, voilà. Random assist contre les Spurs, et il n'y a pas Wembanyama. J'ai pris un quiz difficile pour finir cette émission, quiz difficile d'une belle assist contre les Spurs, qui est sur le terrain. Alors, y a-t-il Buddy Hield? Buddy Hield est sur le terrain, oui, nous sommes le 6 novembre. Y a-t-il Miles Turner? Oui, tout à fait. Y a-t-il Obi Toppin? Exactement. J'allais dire apparemment ce que fait Ronaldo en carrière, d'après certains sur Twitter, il fait que des topines. Y a-t-il celui qui a été échangé aux Raptors? Y a-t-il Bruce Brown? Non. Y a-t-il un joueur que tu as déjà évoqué dans la syllabe, à savoir Aaron Nesmith? Non. Si oui, pardon. C'est Nesmith. Non, AN c'est Nesmith, effectivement. Donc t'as tous les Pacers, et maintenant on va s'amuser. Les Spurs, y a-t-il Jérémy Sohan? Il n'y a pas Swan. Oh là, c'est du garbage time de garbage time, là. Oui. oui. Je sais pas, y a qui y a-t-il Trey Jones, tu vois, j'en ai parlé. Il y a Trey Jones, oui. Trey Jones. Après, c'était qui les titulaires? Y a-t-il... C'est quand la date? C'est le 6 novembre, il y a quelqu'un qui habite à Reims. À Reims? Alors là... il a joué...
Champagny, j'ai pas le prénom. Exactement, Champagny, le petit frère Champagny. Et tu dois enfin, tu sais, il y en a un deuxième qui a joué aux Raptors. Ah ouais, bah c'est pas le même. Ah bah, voilà, non, c'est son frère. Donc, justement, je confonds. Mais lui a été drafté par les Spurs, Champagny des Spurs. Est-ce qu'il y a... Non, du coup, si on est en novembre, Devin Vassell, il est blessé. Non, en tout cas, il est pas sur le terrain. On a quelqu'un qui d'ailleurs a joué beaucoup aux Pacers. Doug McDermott. Exactement, Doug McDermott un est là. ancien d'OKC. Y a-t-il Keldon Johnson? Il n'y a pas Keldon Johnson, mais on a quelqu'un qui vient de signer en Europe. Qui vient de signer... où est-ce qu'il a signé d'ailleurs? Panathinaikos, je crois. Ou Evan Fournier? Non, je sais. Non. Je plaisante. Il a joué aux Cavs, non? Exactement. Cedi Osman? C'est Cedi Osman, oui, tout à fait. Et le dernier, c'est un intérieur. Est-ce que tu connais bien la rotation des Spurs? Il a joué... il y en a deux, de toute façon. Soit il a joué aux Spurs, soit il a joué à Philly. C'est l'un des deux. Est-ce qu'il a joué à Philly? Oui, je crois, oui. Il a un nom de chien. Charles Basset? Exactement. Ouais, voilà, c'est ce. Charles Basset. J'hésitais entre Charles Basset et c'est Mamou Kelashvili, je crois, celui qui avait joué aux Bucks. Oui. Celui qui est surnommé Mamou, mais ouais. Ça fait 2 saisons qu'il est aux Spurs, mais il avait débuté aux Bucks, il me semble. Oui, tout à fait, ouais. Il était aux Bucks avant ça. Oui, c'est Charles Basset. Que mon objectif dans la vie, c'est que sur Basketball Référence, à terme, il y ait le surnom TéléZ pour Charles Basset. C'est mon prochain objectif. J'espère qu'on va y arriver ensemble. Mais tu sais qu'en plus, les surnoms Basketball Référence, ils prennent de tout et il n'y a pas besoin de référence. Hein. C'est vraiment, il suffit qu'il y ait 2 mecs sur Twitter qui le disent et ça marche, quoi. Donc, Slob Wizard pour Josh Giddey. Voilà, c'est littéralement, c'est John Oliger sur Twitter. Basketball Référence, ils ont fait OK. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va essayer de Charles Basset aka TéléZ. Bref, Charles Basset for TéléZ. Lancez le hashtag sur Twitter. Petit résumé de qui est-ce qu'on a fait aujourd'hui. On a parlé de Haliburton qu'on a inséré entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert à la 5e place de ce classement. On a inséré également Jamal Murray et Desmond Bane autour de la 10e place, les deux collés entre DeRozan au-dessus et Derrick White un peu en dessous. Scottie Barnes un peu plus tard entre Jarrett Allen et Franz Wagner entre les deux. Et puis, en fin de classement, on a Tyus Jones qui pour l'instant est bon dernier. Dernier et donc 25e, hein, si je dis pas de bêtises, on a un top 25. Donc on a ce bon petit classement, mais en tout cas, merci beaucoup Constant d'être passé sur la syllabe encore une fois cette année. Bah merci à toi et puis bon courage pour la suite puisque là t'es officiellement arrivé au quart du classement. Tout à fait. Il te reste encore 75 joueurs à classer. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour déjà un top 25, hein. on a déjà fait le quart de notre classement, ça avance petit à petit mais ça avance sûrement. Bon, vous avez vu qu'on commence un peu à douter, mais il y a quelques zones qui commencent à se dessiner de plus en plus, mais voilà, ça prend forme petit à petit, c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté participatif et surtout de construction en live, donc ça c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce format et c'est pour ça qu'on le fait chaque année. Donc voici. Oui, j'en profite aussi, je le dis pas souvent en début de podcast maintenant, donc j'ai des intros plus courtes qu'avant, mais bon, merci à tous pour le soutien en termes de likes, en termes de YouTube, en termes de petites étoiles, hein, Spotify, iTunes, etc. Ça marche très très bien, donc merci à tous et n'hésitez pas à faire partager et à faire écouter vos amis. Mais non, blague à part, merci à tous, ça fait quand même très plaisir, donc merci, surtout pour des formats un peu comme ça. Et puis, eh bien, la prochaine fois, on se retrouve pour le prochain numéro de ceci, notre top 100, et je peux annoncer la QV. Et la prochaine fois, il y a du lourd. Il y a du très très lourd, puisque la prochaine fois, on va parler de Jabari Smith, de Aaron Gordon, de Tyrese Maxey, de CJ McCollum et de Kevin Durant. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Constant d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.